Un garçon qui vivait dans la rue a sauvé un homme riche qui était sur le point de tomber d'un immeuble. Après l'avoir récompensé, le millionnaire a décidé de suivre le garçon et est tombé à genoux en sanglotant pour ce qu'il avait fait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le couloir blanc de l'hôpital public semblait plus long cet après-midi de jeudi. Les lampes fluorescentes clignotaient par intermittence, projetant des ombres sur les murs tachés et les visages tendus des patients en attente de soins. Méric, un garçon mince aux yeux bruns profonds et aux cheveux noirs ébouriffés, serrait la petite main de son frère Cédé avec une fermeté qui démentait sa tentative de paraître calme. Chaque pas qu'il faisait vers le bureau du médecin semblait un effort monumental, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Les murs écaillés, avec des morceaux de peinture grise tombant sur le sol, semblaient refléter l'état d'esprit de Méric, épuisé mais toujours debout. La forte odeur de désinfectant imprégnait l'air, mêlée à une légère odeur métallique qui lui retournait l'estomac. Pourtant, il maintenait un sourire forcé, presque douloureux, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui le dominait. Son jeune frère ne pouvait pas voir la peur dans ses yeux. « Tout ira bien, petit frère. Maman disait toujours qu'après la tempête vient le calme, et elle ne nous a jamais menti, n'est-ce pas ?» demanda Méric, inclinant la tête pour regarder Cédé, qui hocha la tête avec un léger sourire presque imperceptible. Les dernières semaines avaient été un cauchemar depuis que Cédé avait commencé à montrer les premiers symptômes. Le souvenir de son frère courant dans le jardin avec un rire contagieux semblait appartenir à une vie distante, presque irréelle. Maintenant, le garçon de 6 ans pouvait à peine marcher quelques mètres sans avoir besoin de s'arrêter. Méric se souvenait de la première fois qu'il avait remarqué les lèvres de son frère devenir violettes. Il s'était réveillé au milieu de la nuit pour prendre de l'eau dans la cuisine et avait trouvé Cédé assis par terre, respirant avec difficulté. Depuis lors, chaque jour apportait une nouvelle raison de s'inquiéter. « Cédé, tu veux que je te porte sur mon dos ? Tu te souviens comment on jouait au cheval quand tu étais plus petit ?» demandait-il, essayant de ne pas inquiéter son jeune frère, sa voix chargée d'une légèreté artificielle pour cacher le désespoir qui grandissait dans sa poitrine. Le son des baskets usées de Méric sur le sol en vinyle résonnait dans le couloir, comme si ses soucis étaient amplifiés pour que tous les entendent. Sur le chemin du bureau du médecin, ils durent s'arrêter 3 fois pour que Cédé reprenne son souffle. Chaque pause semblait un rappel cruel de la gravité de la situation. À la 3e halte, Méric s'agenouilla au niveau de son frère et lui tint doucement le visage. « Tiens bon encore un peu, d'accord ? Nous y sommes presque. Le médecin va t'aider, je te le promets, » dit-il en avalant difficilement, sentant une boule se former dans sa gorge. Les promesses étaient faciles à faire, mais à ce moment-là, elles sonnaient comme des paroles vides. Lorsqu'ils atteignirent enfin le bureau du médecin, le docteur Sarafine les attendait. Son expression grave contrastait avec la couleur vibrante de ses lunettes à monture rouge. Le bureau était petit, avec des étagères remplies de livres médicaux et un bureau marqué par des années d'utilisation. Une seule petite fenêtre laissait entrer la lumière dorée de la fin d'après-midi, mais cela semblait insuffisant pour éclairer l'atmosphère lourde. Méric aida son frère à s'asseoir sur la chaise en face du médecin, regardant ses jambes se balancer dans l'air, incapable de toucher le sol. C'était une vue qui aurait dû être adorable, mais à cet instant, cela ne faisait que le remplir de tristesse. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez découvert ce que mon frère a. Je ne supporte plus de le voir souffrir comme ça. » Sa voix se brisa à la fin de la phrase, mais il se racla rapidement la gorge et redressa les épaules. Le docteur Sarafine ajusta les papiers sur son bureau avant de commencer à parler. Chacun de ses mouvements semblait calculé, comme si elle choisissait ses mots avec un soin extrême. « Méric, ton frère a une affection cardiaque rare appelée cardiomyopathie restrictive. Son ton était professionnel, mais il y avait une tristesse palpable dans sa voix. C'est une maladie qui affecte le muscle cardiaque, l'empêchant de pomper correctement le sang vers le corps. » Méric sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, comme si la température du bureau avait soudainement chuté. Il entendait les mots, mais leur signification semblait lui échapper. « Mais, il y a un remède, n'est-ce pas ? Il doit y avoir un traitement. S'il vous plaît, docteur, dites-moi qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire. » Il regarda son frère, qui jouait maintenant distraitement avec la fermeture éclair de sa veste. Cédé semblait inconscient de la gravité du moment, et Méric envia presque son innocence. Le médecin prit une profonde inspiration, enlevant ses lunettes et se frottant les yeux. Il était clair qu'elle avait eu cette conversation d'innombrables fois auparavant, mais cela ne rendait pas la tâche moins pénible. « Il y a un traitement. C'est une procédure coûteuse, mais qui peut offrir une réelle chance à ton frère. »
dit-elle, et Méric sentit une étincelle d'espoir s'allumer en lui, mais cela ne dura qu'un instant. Le coût estimé est d'environ 1,5 million de dollars. Le chiffre resta en suspens dans l'air comme une sentence de mort. Il serra les papiers dans ses mains, le poids de la réalité s'abattant sur lui avec une force écrasante. « Quoi ? Vous ne pouvez rien faire ? Nous ne sommes que tous les deux, docteur. Notre mère est décédée il y a 2 ans. Nous n'avons pas de père, personne. Je suis le seul qui puisse faire quelque chose pour lui, mais ce montant, c'est trop élevé, dit le garçon, les larmes aux yeux. Le silence qui suivit était assourdissant. Le docteur Sarafine détourna le regard, et Méric réalisa qu'elle n'avait pas de réponse pouvant apaiser sa douleur. Cédé, épuisé, s'était endormi sur la chaise, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec difficulté. Méric regarda son frère et sentit une vague de désespoir. Comment pourrait-il obtenir cet argent ? Il distribuait des journaux après l'école, gagnant juste assez pour acheter de la nourriture de base. Je peux travailler plus. Je peux trouver un autre emploi. Combien de temps nous reste-t-il, docteur ? Il savait que sa suggestion était absurde, mais à ce moment-là, c'était tout ce à quoi il pouvait penser. Avant que le médecin ne puisse répondre, Cédé se réveilla avec une quinte de toux qui s'aggrava rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent de panique, et Méric courut pour tenir son frère. « Respire avec moi, Cédé, comme on a pratiqué, tu te souviens ? 1, 2, 3, s'il te plaît, petit frère, respire. » La sueur coulait sur le front de Cédé, ses lèvres prenant une teinte encore plus violette. Le médecin agit rapidement, attrapant son stéthoscope et écoutant le cœur du garçon. Méric tenait la main de son frère si fort que ses propres doigts lui faisaient mal. « Ça va passer, Cédé. Ton grand frère est là. Je ne laisserai rien de mal t'arriver, » dit-il, essayant de le réconforter. Après la crise, Méric porta son frère à la chapelle de l'hôpital. Chaque pas était lourd, comme s'il portait plus que le corps frêle de Cédé. Il s'assit sur le dernier banc, serrant son frère endormi. Les bougies vacillaient doucement, et il commença à prier, murmurant les prières que sa mère lui avait enseignées. « Dieu, ma mère m'a appris que tu as toujours une solution pour un problème difficile. S'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. Il est tout ce qu'il me reste. Ma famille est partie, et je n'ai que lui. S'il te plaît, donne-moi un moyen de l'aider. » Ses larmes coulaient silencieusement, tombant sur le visage de Cédé. Son frère émit un gémissement fort et cria de douleur. Méric se figea, reconnaissant le danger dans le cri de Cédé. « Aidez-moi! Quelqu'un, aidez mon frère !» Il courut en portant son frère dans ses bras, son cœur battant à tout rompre. Les médecins emmenèrent le garçon sur une civière. Les doubles portes de la salle d'urgence se refermèrent devant lui, bloquant sa vue. « Cédé! Cédé! Ne me laisse pas seul! S'il te plaît, Dieu, ne me laisse pas seul. » Le dernier son que Méric entendit avant que les portes ne se ferment fut le bip strident du moniteur cardiaque annonçant que le cœur de son frère s'était arrêté. Le bruit sembla résonner dans sa tête, écho d'une sentence finale. Ses jambes cédèrent, et il tomba à genoux dans le couloir froid de l'hôpital, l'impact résonnant doucement dans l'espace silencieux. Ses mains tremblantes étaient toujours tendues dans la direction où Cédé avait disparu, comme s'il pouvait ramener son frère par la seule force de sa volonté. Pendant un moment, Méric resta figé, le choc lui ôtant la capacité de penser ou de réagir. Puis la réalité le frappa avec la force d'un coup physique. Un sanglot s'échappa de sa gorge, rauque et incontrôlé, suivi d'un autre et encore d'un autre, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contenir les larmes qui coulaient sur son visage. Il serra ses mains contre le sol froid, comme s'il cherchait une encre, quelque chose pour l'empêcher d'être complètement englouti par le désespoir. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver, sa voix était un murmure brisé, perdu parmi les bruits lointains de l'hôpital. Le visage de Cédé inondait son esprit, le sourire timide, les yeux brillants qui cherchaient toujours les siens pour se rassurer. Méric sentit une boule se former dans sa gorge alors que la peur et la culpabilité se mêlaient dans une tempête d'émotions. « J'avais promis », répéta-t-il presque comme un mantra, sa voix étouffée par les sanglots. « J'avais promis de prendre soin de toi. J'avais promis que rien de mal ne t'arriverait. » Les mots étaient comme des couteaux, coupant profondément à mesure qu'il les prononçait. Méric frappa le sol du poing, tentative futile d'apaiser la douleur qui semblait déborder en lui. Son corps tremblait, ses sanglots résonnant dans le couloir vide, mais il se fichait que quelqu'un le voie. Le désespoir consumait chaque fibre de son être, le laissant vulnérable, exposé, incapable de trouver la moindre parcelle de force. Il se recroquevilla sur le sol, serrant ses genoux, alors que les larmes continuaient de couler, lourdes et incessantes,
emportant avec elle tout le poids de sa peine. Le silence fut rompu par le bruit des doubles portes qui s'ouvraient. Le docteur Sarafine apparut, sa blouse blanche tachée de sueur, ses cheveux en désordre tombant sur son visage fatigué. Chaque pas qu'elle faisait semblait lourd, comme si elle portait le poids de toutes les vies sous sa responsabilité. Méric, toujours recroquevillé sur le sol du couloir, leva le visage, les larmes coulant encore sur ses joues, ses yeux bouffis mais fixés sur les siens. C'était un regard qui implorait une réponse, un espoir, n'importe quoi qui puisse effacer la peur qui étreignait sa poitrine. Le médecin s'arrêta devant lui, prit une profonde inspiration et parla fermement, sans cacher sa fatigue. « Ton frère a fait un arrêt cardiaque. Nous avons réussi à le ramener, Méric. C'était juste, mais c'est un battant. Il respire seul maintenant. » Son ton était professionnel, mais il y avait une légère douceur, une reconnaissance du soulagement que ces mots apporteraient. Méric cligna des yeux, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Pendant un moment, il sembla que le monde autour de lui s'était tu. Il tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient comme si elles étaient en caoutchouc. L'adrénaline et la panique qui l'avaient maintenu debout jusqu'à cet instant commençaient à se dissiper, ne laissant que la fatigue à leur place. Le docteur Sarafine remarqua sa difficulté et posa une main ferme sur ses épaules maigres, l'aidant à se stabiliser. Le contact était réconfortant d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. « Merci, merci docteur », balbutia-t-il, sa voix rauque et brisée. Elle acquiesça, mais son expression n'était pas celle d'une victoire totale. Il y avait autre chose qu'elle ne disait pas, mais Méric ne voulait pas y penser pour le moment. Il avait besoin de voir céder, de confirmer de ses propres yeux que son frère était en vie. « Puis-je le voir, docteur ? S'il vous plaît, j'ai besoin de le voir, de lui dire que je suis là, qu'il n'est pas seul. » Ces mots sortirent rapidement, presque en suppliant, alors qu'il tentait de retenir les larmes qui menaçaient de revenir. Le docteur Sarafine acquiesça d'un petit signe de tête, lui faisant signe de la suivre. Le chemin vers la salle d'observation était court, mais pour Méric, il sembla une éternité. Ses pas résonnaient dans les couloirs maintenant silencieux, et chaque son semblait amplifier son angoisse. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le médecin ouvrit délicatement la porte, lui permettant de voir à l'intérieur de la pièce. L'espace était petit et froid, dominé par le son rythmique du moniteur cardiaque qui semblait être la seule chose maintenant cédée connectée à la vie. Méric entra lentement, presque effrayé de troubler le calme fragile de l'environnement. Ses yeux se fixèrent sur son frère, qui paraissait encore plus petit dans le lit d'hôpital. Des tubes et des fils l'entouraient, le reliant à des machines qui surveillaient chaque battement de cœur, chaque respiration. Cédé, sa peau était pâle, presque translucide, et ses cheveux noirs étaient collés à son front par la sueur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière irrégulière, mais il respirait. Méric s'approcha lentement, avec des pas prudents, comme si tout mouvement brusque pouvait briser cet instant. Lorsqu'il atteignit le chevet, il prit la petite main de Cédé, qui semblait encore plus fragile qu'il ne s'en souvenait. « Je suis là, petit frère. Nous allons trouver une solution ensemble. Je trouverai un moyen de tout arranger. » Sa voix était basse mais chargée d'émotion. Il voulait que Cédé sente sa présence, même s'il était inconscient. De l'autre côté de la pièce, le docteur Sarafine resta silencieuse pendant quelques instants, observant les frères. Ses yeux lourds et inquiets trahissaient que ce moment de trêve serait bref. Elle tenait un dossier avec une telle force que ses doigts étaient blancs. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était empreinte de gravité, et Méric sut, avant même d'entendre les mots, que le pire était encore à venir. « Méric, nous devons parler du temps qu'il nous reste. Sans traitement à l'hôpital privé, ton frère a environ un mois à vivre, s'il a de la chance. » Le monde de Méric sembla ralentir à cet instant. Les mots du médecin résonnèrent dans son esprit comme un glas, chaque battement lui rappelant la cruelle réalité. Il sentit ses jambes faiblir à nouveau, mais se força à rester debout, serrant fermement la rambarde du lit de Cédé. Ses doigts devinrent blancs sous la pression alors qu'il fixait le médecin avec des yeux écarquillés. « À moi ? Mais, comment vais-je trouver tout l'argent en un mois ? C'est impossible, dit-il, sa voix mêlant incrédulité et désespoir. Il savait que l'argent était inatteignable, mais l'idée de perdre son frère était encore plus impensable. Le médecin baissa les yeux, incapable de répondre avec quelque chose qui pourrait apaiser sa douleur. Méric détourna son regard d'elle et se tourna vers Cédé. Le son constant du moniteur cardiaque semblait se moquer de son impuissance, chaque bip sonnant comme un compte à rebours implacable. Il sentit une larme solitaire rouler sur son visage, mais l'essuya rapidement avec son bras. Il ne voulait pas paraître faible. Il ne pouvait pas être faible. Je trouverai un moyen.
Il doit y avoir un moyen de le sauver. Docteur, j'obtiendrai l'argent. Promit-il, essayant de cacher les larmes qui insistaient pour couler sur ses joues. La sortie de l'hôpital fut floue dans sa mémoire. Ses pieds le menèrent automatiquement dehors, tandis que son esprit tournait dans un tourbillon de pensées décousues. L'air frais de la nuit frappa son visage, mais au lieu de soulagement, cela n'apporta qu'un sentiment de vide, comme si la froideur du monde extérieur reflétait le désespoir en lui. Il s'arrêta sur le trottoir, regardant vers l'horizon. Les lumières de la ville brillaient au loin, indifférentes au drame qui consumait sa vie. Les gens passaient rapidement, préoccupés par leurs propres problèmes, ne remarquant pas le garçon qui se tenait là, le visage marqué par la fatigue et les larmes. « Mon Dieu, comment vais-je faire ça tout seul? Comment vais-je sauver mon frère » murmura-t-il, sa voix tremblante, perdue dans le vent. Les mots sortirent comme un cri étouffé, une question sans réponse. Il porta ses mains à sa tête, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux ébouriffés alors qu'un sanglot s'échappait de sa gorge. « Il est tout ce que j'ai, tout. Comment vais-je continuer s'il part? Qui m'appellera frère avec cette petite voix, ce rire qui remplit la maison? Je ne peux pas le perdre aussi. J'ai tout perdu. » Méric commença à faire les 100 pas, ses pas courts et irréguliers. Chaque souvenir de céder le frappait comme un couteau. Son frère courant dans le jardin, demandant de l'aide pour ses devoirs, se glissant sous les couvertures pendant les nuits d'orage. Il me fait confiance, il pense que je peux le protéger. Comment vais-je le regarder dans les yeux et lui dire que je ne peux rien faire, que je ne peux pas réunir autant d'argent? Il ne mérite pas ça, c'est juste un enfant. Il murmura, les larmes commençant à couler à nouveau, mais il les ignora, la douleur dans sa voix grandissant à chaque mot. Céder est tout ce qu'il me reste. Après le départ de maman, c'est lui qui m'a donné la force, qui m'a fait sortir du lit, qui m'a rappelé qu'il y avait encore quelque chose de bon dans le monde. C'est ma famille, ma responsabilité. Je lui ai promis. J'ai promis que je prendrais soin de lui, que je ne le laisserai jamais souffrir seul. Et maintenant, comment vais-je tenir ma promesse? Comment vais-je affronter l'idée que je pourrais échouer, qu'il pourrait ne pas survivre? Il pouvait à peine finir la phrase, l'idée était insupportable. Ses jambes faiblirent, et il tomba à genoux sur le trottoir, ses bras tombant le long de son corps. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment le sauver, sanglota-t-il, regardant le sol, le monde autour de lui se dissolvant dans un brouillard de douleur. Les lumières, les sons, les gens, tout semblait lointain, comme s'il était seul dans un abîme sombre. Si je le perds, je perds tout. Il est la seule personne qui m'appelle encore famille. Je ferai n'importe quoi pour le voir à nouveau en bonne santé, pour l'entendre courir dans la maison, m'appeler pour jouer, n'importe quoi. Les mots étaient une explosion douloureuse, chargée de peur, de culpabilité et d'impuissance. Méric serra les poings, la douleur dans son cœur débordant en une détermination féroce. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage alors qu'il priait, les mains jointes si serrées qu'elles tremblaient. Le crucifix sur l'autel semblait le regarder avec une intensité qui lui faisait encore plus mal au cœur. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit. « À moi, seulement à moi. Maman, si tu peux m'entendre, aide-moi à trouver un moyen. Je ne peux pas le perdre aussi. Dieu, s'il te plaît, envoie-moi un signe, je t'en supplie. Donne-moi une chance de le sauver. » Ses larmes brûlaient ses joues, tombant sur le sol froid de la chapelle. Soudain, le silence fut brisé par un son métallique et rythmique. Quelque chose roulait sur le sol en pierre, s'approchant de l'endroit où Méric était agenouillé. Ses yeux embués de larmes se focalisèrent sur l'objet qui s'était arrêté à ses pieds, une canette de soda vide. Hein? D'où ça vient? Une légère brise poussa la canette vers les pieds du garçon, et il la ramassa distraitement, la tournant entre ses doigts. L'aluminium froid reflétait la lumière vacillante, créant de minuscules points lumineux dansant sur les murs. Son cœur, autrefois lourd de désespoir, commença à battre plus vite avec une idée naissante. Pourrait-ce être un signe? Le son d'un moteur lourd attira son attention. Méric se leva rapidement, toujours tenant la canette, et courut vers la rue. Dehors, un camion de recyclage passait lentement, sa benne pleine de sacs remplis de canettes. Le conducteur, un homme d'âge moyen portant un gilet réfléchissant, sifflotait distraitement en manœuvrant le véhicule. « Monsieur, attendez une minute. » Méric sortit de la chapelle, ses jambes bougeant d'elles-mêmes. L'air froid de la nuit lui piquait le visage, mais il le sentait à peine. Il atteignit le camion alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge, ses mains tremblant en brandissant la canette pour la montrer au conducteur par la fenêtre ouverte. « S'il vous plaît, monsieur, combien vaut une livre de canettes? Est-ce beaucoup d'argent? » Le conducteur regarda le garçon avec curiosité, notant ses yeux rougis et ses vêtements froissés.
Avec un sourire bienveillant, il expliqua la valeur du matériau recyclable, mentionnant les points de collecte et comment fonctionnait le processus de vente. Méric écouta attentivement, ses yeux s'écarquillant à chaque information. Un calcul rapide commença à se former dans son esprit. Si je collecte beaucoup, énormément, peut-être que ce sera suffisant pour obtenir une partie de l'argent, pensa-t-il, plein d'espoir. Pour suivre ce qui lui semblait être un signe divin, le son d'un poids lourd se déplaçant, Méric remarqua pour la première fois le nombre d'établissements commerciaux autour de l'hôpital. Bars, restaurants, cafés, tous des endroits qui jetaient quotidiennement des canettes. Une lueur d'espoir, si petite soit-elle, commença à grandir dans sa poitrine. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début, et j'ai promis que je ferai n'importe quoi pour te sauver, CD. Le vent soufflait plus fort, emportant avec lui le son lointain des machines de l'hôpital où son frère luttait pour sa vie. Méric serra la canette contre sa poitrine, sentant le métal froid contre sa peau comme un rappel de ce qu'il devait faire. Ses larmes avaient séché, remplacées par une détermination farouche qui brillait dans ses yeux. Dieu m'a envoyé un signe, et je ne laisserai pas passer cette chance. Je collecterai chaque canette de cette ville s'il le faut. Méric commença son voyage cette même nuit, parcourant les rues du quartier avec un sac poubelle vide dans les mains. Le ciel sombre était son seul témoin alors qu'il fouillait dans les poubelles et les parterres de fleurs, ramassant chaque canette qu'il trouvait. Ses doigts, déjà meurtris par le métal, tremblaient de froid et d'anxiété. La pensée de céder à l'hôpital lui donnait la force de continuer, même lorsque son dos lui faisait mal à force de se pencher autant de fois. En ramassant une autre canette, il murmura pour lui-même, comme s'il parlait à son frère. « Tu sais, céder, maman disait toujours que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Quand cette première canette a roulé à mes pieds dans la chapelle, j'ai su que c'était un signe de lui. Et maintenant, chaque canette que je trouve semble me dire que je suis sur la bonne voie. » Les nuits se transformèrent en une routine épuisante. Pendant la journée, Méric rendait visite à Cédé à l'hôpital, racontant des histoires joyeuses et cachant ses mains meurtries sous les draps. La nuit, il se transformait en une ombre silencieuse, fouillant chaque recoin de la ville à la recherche de son trésor en aluminium. Les agents de sécurité des établissements le connaissaient déjà, certains mettant même de côté les canettes pour lui. L'une de ces nuits, alors qu'il comptait le résultat de sa collecte, ses larmes se mêlèrent aux pièces dans ses mains. Toujours trop peu, encore trop peu. J'ai besoin de plus de temps, Cédé, s'il te plaît, tiens bon. Ton grand frère trouvera un moyen, je te le promets. Je ne peux pas te perdre, je ne peux pas. C'est lors d'une de ses recherches nocturnes que Méric découvrit le bâtiment Aurora, un gratte-ciel d'entreprise imposant au centre de la ville. Caché dans l'ombre, il observa le mouvement intense de personnes bien habillées entrant et sortant, des serveurs portant des plateaux, et surtout, des dizaines de canettes jetées à chaque événement. Ses yeux brillèrent d'un nouvel espoir alors qu'il chuchota. Là-bas, il doit y avoir plus de canettes en une nuit que je peux en collecter en une semaine dans les rues. Si je pouvais entrer après les événements? Mais comment? Comment passer la sécurité sans me faire attraper? Se demanda-t-il. Pendant des heures, Méric étudia la routine du bâtiment. Il découvrit que chaque jeudi, il y avait un événement important dans la salle principale du 10e étage. Caché derrière un arbre de l'autre côté de la rue, il observa attentivement chaque détail. Les horaires des gardes, les changements de car, les entrées de service. Ses mains serraient le vieux carnet où il notait ses observations, murmurant anxieusement. « Je dois tout mémoriser, chaque mouvement, chaque horaire. Une erreur pourrait coûter la vie de Cédé. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas me faire attraper. C'est peut-être ma seule chance d'obtenir assez d'argent. » L'occasion se présenta plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Un immense poster annonçait un gala de charité pour le lendemain. Méric sentit son cœur s'accélérer en lisant les détails de l'événement. Des centaines d'invités, service de bar complet, tout indiquait que ce serait sa grande chance. En planifiant son entrée, il se parla à lui-même d'une voix basse. Ce sera parfait. Ils seront si occupés avec la fête qu'ils ne remarqueront pas un garçon entrant par l'arrière. Et après le départ de tout le monde, je pourrai récupérer toutes les canettes, toutes. Cédé, tu verras, je vais y arriver. Les heures suivantes furent consacrées à peaufiner son plan. Méric découvrit un escalier de secours mal éclairé qui menait au toit de l'immeuble voisin. De là, il pouvait clairement voir le mouvement du bâtiment Aurora sans être remarqué. Avec un morceau de papier froissé, il dessina des plans sommaires et des itinéraires de fuite, murmurant en griffonnant. Si j'entre par la porte de service à 23h, quand les serveurs commencent le nettoyage, je peux me cacher dans la réserve jusqu'au départ de tout le monde. Ensuite, il suffira d'attendre le bon moment. Dieu, aide-moi à ne pas me faire attraper.
Je ne peux pas échouer, je ne peux pas. La nuit suivante, portant un mélange de peur et de détermination, Méric passa l'après-midi à l'hôpital, tenant la main de CD et essayant de garder sa voix stable en racontant des histoires de super-héros. Son frère était plus pâle, plus faible, et cela ne faisait qu'augmenter son urgence. Avant de partir, il embrassa le front de son frère et chuchota d'une voix étranglée. « Aujourd'hui sera différent, petit frère. Aujourd'hui, je vais trouver un moyen de t'aider. Tu fais confiance à ton grand frère, n'est-ce pas? Je te promets que quand tu te réveilleras demain, j'aurai de bonnes nouvelles. Dieu veille sur nous. » La nuit, positionné à son point d'observation, Méric regarda les invités arriver dans leur voiture de luxe. Le son de la musique et des rires résonnait dans la rue tandis qu'il attendait patiemment dans l'ombre, son cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Ses mains moites serraient le sac à dos vide qu'il portait, alors qu'il murmurait une prière. « Dieu, si tu me regardes maintenant, protège-moi. Je ne fais pas cela par malveillance, je veux juste sauver CD. S'il te plaît, ne laisse rien mal tourner. » Il était presque 23 heures quand Méric vit les premiers signes que la fête touchait à sa fin. Les invités commençaient à partir, et le personnel circulait plus fréquemment par l'entrée de service. « Dieu, si c'est le moyen de sauver mon frère, s'il te plaît, donne-moi un signe. Je sais que tu as beaucoup de choses importantes à faire, mais c'est mon frère, j'ai besoin de lui. Dis-moi, Seigneur, si c'est ici que je dois venir, » le garçon pria avec tant de foi. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit, une canette vide tomba du ciel, roulant droit à ses pieds, exactement comme cela s'était passé dans la chapelle de l'hôpital. Ses mains tremblèrent en la ramassant. Un autre signe, comme le premier. Ce ne peut pas être une coïncidence. C'est toi, n'est-ce pas, cher Dieu, qui me dit que tout va bien, que je dois continuer. Avec un courage renouvelé après ce qu'il considérait comme un signe divin, Méric s'approcha de l'entrée de service. Il attendit qu'un groupe de serveurs sorte, portant des plateaux vides, et à un moment de distraction du garde de sécurité, il réussit à se glisser à l'intérieur. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il craignait que le son ne le trahisse. Se déplaçant silencieusement dans les couloirs faiblement éclairés, il se répétait comme un mantra. « Pour toi, CD. Chaque pas, chaque risque est pour toi. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas être seul comme nous l'étions quand maman est partie. » L'intérieur du bâtiment était un labyrinthe de couloirs et de portes identiques. Méric se déplaçait comme une ombre, se guidant par la signalisation et le bruit lointain de la fête au-dessus. Il trouva un escalier de service et commença à grimper, s'arrêtant à chaque bruit suspect. Ses mains tremblaient en s'accrochant à la rampe, et sa respiration était lourde. Lorsqu'il atteignit enfin le 10e étage par une fente dans la porte, il pouvait voir la salle de bal où se déroulait la fête. « C'est beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Il doit y avoir des centaines de canettes ici. Je dois juste attendre un peu plus longtemps, juste un peu plus longtemps, et tout le monde partira. » Il trouva un petit placard à fournitures et s'y cacha, parmi les seaux et les balais. Le temps semblait s'étirer alors qu'il écoutait le mouvement de la fête diminuer progressivement. Ses pensées vagabondèrent vers CD, seul à l'hôpital, luttant pour respirer. Une larme roula sur son visage alors qu'il chuchotait dans l'obscurité. « J'ai peur, Dieu, très peur. Mais maman disait toujours que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire ce qui doit être fait même quand on a peur. Et je dois faire ça, je dois le sauver. » Le silence finit par s'installer dans le bâtiment. Il ne restait qu'un groupe d'hommes d'affaires distraits qui ne prêtaient pas attention aux garçons, discutant avec animation de business. Méric attendit encore quelques minutes, son cœur battant contre ses côtes, avant d'oser sortir de sa cachette. Avec des pas calculés, il se dirigea vers la salle de bal, apercevant les dizaines de canettes éparpillées sur les tables. Ses yeux brillèrent d'espoir alors qu'il chuchotait « J'ai réussi, j'ai enfin réussi. Avec toutes ces canettes, je pourrai aider CD. Je dois juste être rapide. » Ses paroles furent interrompues par un faisceau de lumière qui traversa l'obscurité. Un garde faisait sa ronde plus tôt que prévu. Méric se figea sur place, son cœur s'arrêtant un instant. Le faisceau de la lampe torche dansait dangereusement près de lui, et le son des pas du garde résonnait dans la salle vide. Pris de panique, il se jeta sous l'une des tables, couvrant sa bouche avec ses mains pour étouffer sa respiration haletante, ses yeux écarquillés fixés sur les pieds du garde qui approchait. « S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, ne le laisse pas me voir. CD a besoin de moi, il a besoin de moi. » Pria. Le faisceau de la lampe torche passa à quelques centimètres de l'endroit où Méric se cachait, illuminant brièvement ses jambes recroquevillées sous la nappe. Le garde s'arrêta, comme s'il avait remarqué quelque chose d'étrange.
Le silence était assourdissant, seulement brisé par le son lointain de la circulation à l'extérieur et les battements frénétiques du cœur de Méric. Il retint son souffle, ses doigts serrant le tissu de son pantalon, alors qu'une seule prière résonnait dans son esprit. « Dieu, si tu veilles encore sur moi là-haut, aide-moi maintenant. Je ne peux pas être attrapé, je ne peux pas échouer. Cédez, s'il te plaît, protège-moi, protège-moi. » Le son des pas du garde s'éloigna progressivement, résonnant de plus en plus loin dans le couloir de la terrasse. Méric resta immobile sous la nappe, chaque battement de son cœur si fort qu'il semblait trahir sa position. La sueur coulait sur son front, se mêlant aux larmes silencieuses qu'il avait retenues toute la nuit. Ce n'est que lorsque le dernier écho des pas eut complètement disparu qu'il osa bouger. Ses muscles étaient endoloris par le temps passé accroupi, et ses mains tremblaient tellement qu'il avait du mal à écarter le tissu. Avec des mouvements prudents, il s'assura une fois de plus qu'il était seul. C'était juste, très juste, mais je ne peux pas abandonner maintenant. Les canettes de cette fête pourraient valoir beaucoup d'argent, murmura-t-il. Son cœur battant toujours la chamade, Méric sortit de sa cachette comme un chat effrayé, ses yeux vigilants scrutant les environs. Chaque ombre semblait bouger, chaque son semblait amplifié dans le silence de la terrasse. Il marcha avec des pas légers, presque imperceptibles, entre les tables de l'événement. Le clair de lune éclairait partiellement l'espace, créant une danse d'ombre qui se déplaçait avec la brise nocturne. Il savait qu'il devait être rapide, mais aussi prudent, tout mouvement imprudent pourrait ruiner son plan. Si je peux juste remplir 2 sacs de plus, peut-être que ce sera suffisant pour payer au moins un test pour céder, pensa-t-il, plein d'espoir. L'odeur de la fête flottait encore dans l'air, un mélange de nourriture chère, de champagne et de parfums coûteux. Méric se dirigea derrière une structure décorative près de la rambarde, un endroit sûr pour observer sans être remarqué. La terrasse était presque vide, à l'exception de quelques membres du personnel terminant le nettoyage. Il tenait le sac qu'il avait déjà rempli avec des canettes trouvées dans les coins les plus sombres de l'espace, son poids une promesse d'espoir. Je dois juste attendre un peu plus longtemps, juste jusqu'à ce que ces hommes aient fini. Il doit y avoir des centaines de canettes ici. Soudain, le son de voix masculine attira son attention. Méric se baissa encore plus, retenant son souffle alors que 3 hommes émergeaient sur la terrasse. Ils portaient des costumes coûteux, et leur rire bruyant perçait le silence de la nuit. Ils tenaient des flûtes de champagne et semblaient détendus, célébrant quelque chose d'important. Le plus grand d'entre eux, un homme d'âge moyen aux cheveux gris soigneusement taillés, s'avança jusqu'à la rambarde et s'arrêta pour admirer la vue. « C'est le moment parfait pour porter un toast à notre succès, messieurs. Du haut de cette terrasse, nous pouvons voir tout l'empire que nous avons construit. » Sa voix était chargée de satisfaction. Méric les observa attentivement, le cœur serré. Alors que ces hommes portaient des toasts et souriaient, son frère était à l'hôpital, luttant pour respirer. L'injustice le rongeait de l'intérieur, mais il se força à détourner le regard et à se concentrer sur son objectif. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. La vis qui maintenait une partie de la rambarde était desserrée. Cela ne semblait pas être un gros problème à première vue, mais avec le poids de l'homme appuyé dessus, le métal commençait à céder. Méric sentit la panique monter en lui. « Mon Dieu, ça ne tiendra pas. Il doit s'éloigner de là maintenant ?» Le son de la vis se détachant était presque imperceptible, mais Méric l'entendit clairement. Il écarquilla les yeux en voyant la rambarde pencher légèrement. L'homme ne semblait pas remarquer le danger, il continuait de s'appuyer, riant avec ses amis. « Non ! Attention !» cria Méric, sa voix résonnant à travers la terrasse. Il se lança hors de sa cachette, ses pieds bougeant par pur instinct. Chaque pas semblait durer une éternité alors qu'il courait vers l'homme, ses mains tendues comme s'il pouvait empêcher l'inévitable. La rambarde céda avec un craquement sonore, suivi d'un cri de l'homme qui perça le silence de la nuit. Méric arriva juste au moment où l'homme commençait à tomber, attrapant son bras de toutes ses forces. La force de l'impact faillit soulever Méric du sol, la secousse faisant glisser ses pieds de quelques centimètres en avant. « Tenez-vous bien, s'il vous plaît, tenez-vous bien » cria-t-il, ses mots chargés de désespoir. L'homme, avec tout son corps sur le point de tomber du bâtiment, seules les mains du garçon l'empêchant de chuter. Le poids de Harlan écrasait Méric. Il sentit ses bras maigres trembler, chaque muscle brûlant comme s'il allait céder. Le vent fort à cette hauteur semblait s'allier à la gravité, les poussant tous deux vers une chute fatale. Le garçon planta ses pieds dans le sol, essayant de trouver de la traction sur le sol lisse de la terrasse. Ses petites mains tenaient le bras de l'homme avec une telle force que ses doigts devinrent blancs. « Regardez-moi, ne regardez pas en bas, regardez-moi » ordonna-t-il, sa voix chargée d'urgence. Les autres hommes d'affaires étaient paralysés,
comme si le temps s'était figé pour eux. Les flûtes de champagne glissèrent de leurs mains, se brisant sur le sol, mais personne ne semblait prêt à agir. Le son du vent se mêlait aux cris de Harlan, créant une atmosphère chaotique. « Quelqu'un, aidez-moi! Je ne pourrai pas le tenir beaucoup plus longtemps », cria à nouveau Merrick, sentant le désespoir s'intensifier. L'homme commença à se débattre, rendant la situation encore plus précaire. Merrick sentit ses pieds glisser à nouveau, chaque mouvement le rapprochant de la rambarde détruite. Il pensa à céder, à sa promesse de tout faire pour le sauver. C'était ironique, mais maintenant, il semblait sur le point de tout perdre en essayant de sauver quelqu'un d'autre. « S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de bouger. Je vous promets que je ne vous lâcherai pas, mais vous devez me faire confiance, » dit-il, sa voix presque brisée. La sueur coulait sur le visage de Merrick, entrant dans ses yeux et brouillant sa vision. Il cligna frénétiquement des yeux, essayant d'ignorer la sensation de brûlure, tout en tenant Harlan avec toute la force qu'il lui restait. Ses chaussures usées commencèrent à perdre de l'adhérence, glissant sur le sol lisse. Le vide derrière lui semblait l'attirer, mais Merrick refusa de céder. Il resserra sa prise sur le bras de l'homme, sentant le tissu du costume coûteux se déchirer sous ses doigts. « Je ne vous lâcherai pas. Vous allez vous en sortir, mais s'il vous plaît, aidez-moi à vous aider, » dit-il, essayant de garder le contrôle. Le vent hurlait autour d'eux, comme pour se moquer de la scène. Les lumières de la ville brillaient au loin, clignotant comme des étoiles que Merrick ne toucherait jamais s'il tombait. Chaque seconde semblait une éternité, chaque battement de son cœur un effort surhumain pour continuer à se battre. « Si je tombe, au moins je tomberai en essayant de sauver quelqu'un, » pensa-t-il, la mâchoire serrée. Les muscles de ses bras brûlaient comme s'ils étaient consumés par un feu intense, chaque fibre de son corps criant pour un soulagement. Ses poumons étaient en flammes, suppliant désespérément de l'air, tandis que Merrick puisait dans chaque once de force qu'il pouvait trouver dans son petit corps. La douleur semblait envahir même son esprit, obscurcissant ses pensées et rendant chaque seconde une bataille pour ne pas céder. Il regarda Harlan, qui pleurait toujours de terreur, ses larmes se mêlant à la sueur qui coulait abondamment sur son visage. L'homme suspendu dans le vide semblait plus lourd à chaque instant qui passait, et ses yeux écarquillés de terreur étaient fixés sur Merrick. Pendant un instant, Merrick vit quelque chose de familier dans l'expression de Harlan, un reflet de la peur même qui le consumait. L'étincelle d'espoir qu'il remarqua dans le regard de l'homme semblait à la fois une supplique et une accusation. Il ne pouvait pas échouer, il ne pouvait pas lâcher prise. « S'il vous plaît, monsieur, ne renoncez pas. Je suis là, je ne vous laisserai pas tomber », essaya de crier Merrick, mais sa voix sortit faible, presque engloutie par le son du vent hurlant autour d'eux. Le poids de Harlan était une force implacable, tirant Merrick de plus en plus près de la rambarde détruite. Ses pieds, dans des chaussures usées et glissantes, glissèrent centimètre par centimètre sur le sol lisse, le rapprochant dangereusement du précipice. Le corps de l'homme glissa un peu plus, tout comme Merrick, le laissant encore plus près de la chute. Le garçon essaya de planter ses talons dans le sol, mais cela semblait futile. Le sol semblait ne pas offrir de résistance, comme s'il conspirait contre lui. Ses mains agrippant le bras de Harlan commençaient à picoter, et il sentait ses doigts menacés de s'ouvrir involontairement. « Non, je ne peux pas lâcher, pas maintenant », chuchota-t-il pour lui-même, la détermination luttant pour surpasser la panique. La respiration de Merrick était irrégulière, haletante, mêlée de petits sanglots qu'il ne pouvait plus contenir. Chaque bouffée d'air semblait insuffisante, comme si l'oxygène s'échappait avant d'atteindre ses poumons. Il essaya de rassembler ses forces pour remonter l'homme, mais il était trop lourd, et sa fatigue était accablante. Le poids de Harlan augmentait, comme si la gravité s'intensifiait juste pour le vaincre. L'homme se débattait involontairement, paniqué, ses mouvements désordonnés rendant tout encore plus difficile. « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de bouger », cria Merrick, mais sa voix se perdit presque dans le rugissement du vent. Sa vision commença à se brouiller, les larmes et la sueur rendant impossible de voir clairement. Le visage de Harlan, autrefois net, semblait maintenant flou, mais Merrick pouvait encore entendre ses murmures désespérés. « Tirez-moi vers l'eau, s'il vous plaît, garçon, sauvez-moi. » La supplication était un couteau planté dans le cœur de Merrick, qui sentait le poids écrasant de la responsabilité sur ses épaules. Mais la réalité était cruelle. Il était à bout de force, ses bras tremblaient tellement qu'il semblait sur le point de céder, et ses pieds, maintenant presque au bord, glissèrent un peu plus. Merrick sentit le froid du vide derrière lui, un avertissement qu'il était dangereusement proche d'être avalé par l'abîme lui aussi. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, mêlé à un cri étouffé de frustration et de désespoir. «
Cédez, j'ai promis, je suis désolé, je n'y arriverai pas, la culpabilité et la détermination se livrant un duel en lui, mais le temps n'était pas de son côté. Le cri désespéré de Méric résonna sur le toit, un son qui trancha l'air comme une lame aiguisée, chargée d'angoisse et de désespoir. Il résonna entre les hauts bâtiments, brisant le silence de la nuit et attirant l'attention des gardes qui, jusqu'alors, étaient trop loin pour intervenir. Méric sentit ses bras trembler comme s'ils étaient faits de papier, incapable de supporter le poids de Harlan plus longtemps. Chaque seconde qui passait était une bataille contre l'épuisement qui menaçait de le submerger. La sueur ruisselait sur son visage, se mêlant aux larmes chaudes qui coulaient sans contrôle alors qu'il serrait les dents pour éviter de crier à nouveau. Le vent froid de la nuit fouettait ses cheveux, mais il ne remarquait presque pas les environs. Sa seule préoccupation était l'homme qu'il tenait de toutes ses forces restantes. « S'il vous plaît, je ne tiendrai pas beaucoup plus longtemps », cria Méric, sa voix étranglée par la peur et l'impuissance. Il sentit les doigts de Harlan glisser graduellement de ses mains moites, comme si le destin sapait ses efforts. Le poids de l'homme d'affaires suspendu au-dessus de l'abîme semblait se multiplier chaque seconde, écrasant sa résistance. « Attrapez-le. Faites quelque chose !» supplia Méric, son regard désespéré fixé sur les gardes qui étaient finalement arrivés. Le premier garde, un homme costaud au visage marqué par l'expérience et l'attention du moment, courut jusqu'au bord du toit. Sa voix profonde et urgente coupa le son de la respiration laborieuse de Méric. « Monsieur Harlan, attrapez ma main. Nous allons vous sortir de là tout de suite !» cria-t-il, tendant la main aussi loin qu'il le pouvait. Les yeux de Méric étaient grands ouverts, remplis de larmes qui menaçaient de brouiller sa vision. « Vite, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Je ne peux plus le tenir. » Sa voix sortit en sanglots brisés alors que ses bras protestaient avec une douleur brûlante. La seconde suivante sembla une éternité. 2 autres gardes rejoignirent le premier, formant rapidement une chaîne humaine. C'était une chorégraphie improvisée mais synchronisée, dictée par la gravité du moment. Ils se positionnèrent stratégiquement, chacun contribuant d'un effort désespéré pour atteindre Harlan. Pendant ce temps, Méric serrait les dents, ses muscles brûlants d'agonie, mais il n'osait pas lâcher prise. « Tiens bon, garçon. Ne lâche pas encore, on y est presque », ordonna l'un des gardes. Méric, le visage rouge d'effort et de larmes, cria « J'essaie, mais je ne sais pas si je peux tenir plus longtemps. » Le son de la ville en dessous semblait avoir complètement disparu. Il n'y avait ni klaxon, ni voix, ni vent. Il ne restait que la respiration haletante de Méric et les ordres urgents des gardes. Enfin, avec une traction coordonnée et un effort commun, les hommes réussirent à attraper les bras de Harlan. Le soulagement fut immédiat, mais Méric ne pouvait toujours pas se permettre de se détendre. Il continua à tenir avec toute sa force, même lorsqu'il réalisa que le poids dans ses mains avait diminué. « Tu peux le lâcher maintenant, garçon. On l'a », assura le garde costaud. Tremblant d'épuisement, Méric obéit finalement, ses bras tombant mollement le long de son corps comme s'ils étaient en plomb. Avec une dernière traction, Harlan fut ramené en sécurité sur le toit. Il tomba à genoux sur le sol, haletant et en sueur, tandis que Méric s'effondrait en arrière. Le garçon sentit ses jambes céder sous lui, incapable de supporter le poids de son propre corps plus longtemps. Il resta allongé sur le sol froid, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière incontrôlable alors qu'il tentait de reprendre son souffle. Les yeux fermés, il murmura une prière silencieuse. « Merci, mon Dieu. Merci de nous avoir sauvés. » Harlan, encore tremblant et à bout de souffle, se traîna jusqu'à l'endroit où Méric était allongé. L'homme d'affaires semblait différent, comme si la peur et la gratitude avaient effacé toute trace d'arrogance qui aurait pu exister auparavant. Il regarda Méric pendant quelques instants, sa respiration lourde se mêlant au son du vent. Il étudia le garçon attentivement, remarquant ses vêtements simples et ses mains calleuses qui tremblaient d'épuisement. « Tu as risqué ta propre vie pour me sauver. Pourquoi ? Tu ne me connais même pas. » Sa voix était rauque, encore chargée de l'émotion du moment. Méric ouvrit lentement les yeux, son expression marquée par la fatigue et la sincérité. « Toute vie mérite d'être sauvée, monsieur. Ma mère m'a toujours appris cela, » répondit-il, sa voix basse mais ferme. Il détourna le regard un instant, incapable de soutenir le poids de la gratitude dans les yeux de Harlan. Les gardes s'étaient éloignés de quelques pas, laissant de l'espace à l'homme d'affaires et à son jeune sauveur. C'était comme si le monde autour avait disparu, ne laissant que 2 sur la terrasse. Harlan, tentant d'organiser ses pensées, se releva avec difficulté, redressant son costume froissé. Son expression oscillait entre admiration et confusion,
comme s'il luttait pour comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais aussi qui était ce garçon qui l'avait sauvé. « Lève-toi, s'il te plaît. Je veux regarder dans les yeux la personne qui m'a sauvé la vie. Je te dois une dette, dit-il en tendant la main. Merrick hésita un instant, mais accepta finalement l'aide. Vous ne me devez rien. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, dit-il, sa voix presque un murmure. Non, garçon, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, déclara fermement Harlan, posant ses mains sur les épaules de Merrick. L'homme d'affaires regarda directement dans les yeux du garçon, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait lui-même expliquer. Et je veux, non, j'ai besoin de te récompenser d'une manière ou d'une autre. Demande ce que tu veux. N'importe quoi. L'argent n'est pas un problème, continua-t-il, sa voix chargée d'émotion. Merrick sentit son cœur s'emballer, l'espoir soudain qui s'empara de sa poitrine était presque écrasant. Il avala difficilement, essayant de rassembler le courage de parler. « Oh, vous êtes sérieux ? N'importe quoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Harlan acquiesça, sortant son portefeuille de sa poche. « N'importe quoi. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as sauvé l'avenir de mon entreprise et le gagne-pain de centaines de familles. Il n'y a pas de prix pour cela, affirma-t-il. Merrick prit une profonde inspiration, rassemblant chaque once de courage qu'il avait. 3 millions de dollars. C'est ce que je veux, dit-il finalement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Harlan fut surpris, non par le montant, mais par la précision de la demande. Il étudia le visage de Merrick, essayant de déchiffrer l'urgence dans ses yeux. 3 millions ? Pas un centime de plus, pas un centime de moins ? Questionna-t-il, intrigué. Exactement, monsieur. C'est le montant dont j'ai besoin, répondit Merrick, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. Sans dire un mot de plus, Harlan sortit une carte noire de son portefeuille et une mallette d'argent. Il les tendit à Merrick en disant « Cette carte est à toi désormais. Utilise-la comme tu en as besoin. Cet argent n'atteint pas le montant total dont tu as besoin, mais tu peux l'utiliser aussi. » Le garçon prit la carte et la mallette avec des mains tremblantes, presque incapable de croire ce qui se passait. « Vous ne voulez pas savoir à quoi sert l'argent ?» demanda Merrick, encore plus surpris par l'attitude de l'homme d'affaires. Harlan sourit légèrement, ajustant sa cravate. « Si tu voulais me le dire, tu l'aurais déjà fait. Quelle que soit la raison, elle doit être importante pour que tu prennes autant de risques ce soir, » répondit-il. Merrick serra la carte et la mallette contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée de toute sa vie. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable, non seulement à cause de l'effort intense qu'il venait de fournir, mais aussi à cause du torrent d'émotions qui semblait le submerger à cet instant. Des larmes chaudes coulèrent sur son visage, se mêlant à la sueur et à la saleté d'une journée qu'il n'aurait jamais imaginé se terminer ainsi. Il ferma les yeux, essayant de contrôler le sanglot qui menaçait de s'échapper, mais en vain. Chaque larme portait le poids de chaque moment de désespoir qu'il avait jamais affronté, comme si dans ce simple geste de générosité, Harlan avait dénoué un nœud dans son cœur. « Merci, merci beaucoup », chuchota-t-il, sa voix rauque et étranglée par les émotions qui l'envahissaient. Il voulait dire plus, bien plus, mais les mots semblaient insuffisants. Comment pouvait-il expliquer la gratitude qu'il ressentait ? Comment pouvait-il traduire en mots le soulagement qui semblait s'emparer de chaque cellule de son corps, la chaleur qui se répandait dans sa poitrine comme une flamme qu'il croyait éteinte? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, tentant de continuer, mais tout ce qu'il put faire fut de murmurer « Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer ». Il se jeta soudain dans les bras du millionnaire, le serrant fort, essayant de transmettre la gratitude qu'il ressentait. Puis il regarda Harlan, mais pas directement dans les yeux. C'était comme s'il ne se sentait pas digne de soutenir le regard de l'homme qui lui avait donné non seulement un morceau de plastique, mais une chance, une opportunité de changer le cours de sa vie et de celle de son frère. Merrick sentit le poids de la gratitude l'écraser et en même temps le soulever d'une manière presque paradoxale. Il voulait dire quelque chose qui rende justice à l'ampleur de ce moment, mais il savait qu'aucun mot ne pourrait exprimer tout ce qu'il ressentait. Ses jambes vacillèrent un instant, presque incapables de le soutenir. La carte et la mallette pressées contre sa poitrine semblaient pulser au rythme de son cœur, qui battait si vite qu'il pensait pouvoir s'évanouir. Il ouvrit la bouche à nouveau, cherchant la force de continuer, mais sa voix se brisa en un sanglot fort et inattendu. « Merci », répéta-t-il une fois de plus, car c'était tout ce qu'il pouvait dire. C'était simple, mais cela portait le poids de toutes les nuits sans sommeil, de toutes les fois où il avait prié pour un miracle. Il inclina légèrement la tête, dans un geste mêlant humilité et révérence.
Les mots qu'il ne pouvait pas dire étaient écrits sur son visage, dans chaque larme qui coulait et chaque respiration tremblante qu'il prenait. D'un mouvement hésitant, Merrick fit un pas en arrière, serrant toujours la mallette comme si c'était sa bouée de sauvetage. Il voulait rester là, mais il savait qu'il ne le pouvait pas. S'il restait une seconde de plus, il risquait de s'effondrer complètement. Avant de pouvoir se permettre d'hésiter, il se tourna brusquement et commença à courir. Chaque pas semblait chargé d'émotion, ses pieds touchant à peine le sol alors qu'il s'éloignait, comme si l'impulsion de sa gratitude le portait au loin. Les larmes ne cessaient de couler, mouillant son visage tandis qu'il courait, et sa poitrine continuait de brûler d'un mélange de soulagement, d'espoir et d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. La brise nocturne frappait son visage, séchant les larmes qui coulaient, mais rien ne pouvait effacer le timide sourire qui commençait à se former sur ses lèvres. Alors qu'il franchissait la porte de la terrasse sans se retourner, la seule chose qui résonnait dans son esprit étaient ces mots qu'il avait répétés tant de fois, « Merci, merci infiniment, mon Dieu ». Harlan regarda Merrick disparaître, une curiosité grandissante brûlant en lui. « Il y a autre chose qui se passe ici », murmura-t-il, donnant des ordres pour suivre le garçon. Il se tourna vers la ville illuminée, son esprit déjà en train de planifier les prochaines étapes. « Je vais découvrir ton histoire, gamin. Pas par méfiance, mais parce que quelque chose me dit qu'il y a plus de bonté dans ce conte que je ne l'imagine. » Quelques minutes plus tard, la voiture noire de Harlan avançait presque comme un prédateur silencieux dans les rues de la ville, gardant une distance calculée avec le garçon qui courait devant. Le millionnaire, toujours dans son costume froissé de la journée chaotique qu'il avait eue, sentait le cuir froid du volant sous ses doigts, qui tambourinait sans cesse, reflétant le tourbillon de pensées dans son esprit. Ses yeux suivaient Merrick à travers le verre teinté, alors que le garçon avançait avec des pas rapides mais déterminés. Chaque tournant, chaque rue semblait faire partie d'une carte invisible que Merrick connaissait trop bien. Comment peut-il connaître autant un endroit comme celui-ci ? Se demanda Harlan, se mordillant légèrement la lèvre inférieure alors que l'inquiétude grandissait. Il y a quelque chose qui cloche ici. Un garçon si jeune, seul ? Les rues changeaient progressivement mais indéniablement. Les bâtiments imposants aux façades bien entretenues et aux lumières rayonnant de sophistication cédaient la place à des structures délabrées, aux fenêtres brisées et aux devantures portant les marques de la négligence. Le trottoir autrefois impeccable était maintenant inégal, criblé de nids de poules qui faisaient tanguer la voiture à chaque mètre. Des groupes de personnes appuyées contre les coins de rue regardaient la voiture noire avec des regards suspicieux, voire hostiles. L'inquiétude de Harlan grandissait à chaque regard insistant sur le véhicule. Je ne devrais pas être ici, et encore moins lui. Qu'est-ce qu'un gamin comme Merrick fait dans un endroit pareil? Ça n'a aucun sens. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension qui ne faisait qu'augmenter à mesure qu'il se dirigeait vers les quartiers périphériques. Puis Merrick disparut au coin d'une rue particulièrement sombre. Harlan plissa les yeux, reconnaissant le nom de la rue qui brillait sous une lumière vacillante, Allée du Diable. Le son de ce nom résonna dans son esprit comme une alarme. Il savait exactement ce que cela signifiait, un point de rendez-vous notoire pour les activités illégales de la région, où des négociations illicites avaient lieu en plein jour, ou pire, la nuit. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, et il ralentit encore plus, éteignant les phares dans l'espoir de passer inaperçu. La voiture avançait comme une ombre, mais le cœur de Harlan battait comme un tambour irrégulier. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ? Se demanda Harlan, la peur désormais évidente dans ses yeux. Serait-il possible qu'il utilise l'argent pour de la drogue? L'allée était entourée de murs couverts de graffitis, des phrases déconnectées mêlées à des images grotesques qui semblaient vivantes dans la faible lumière des lampadaires. Des affiches en lambeaux se balançaient au vent, chaque mouvement projetant des ombres encore plus déformées. Harlan trouva un endroit stratégique pour se garer, d'où il pouvait observer Merrick sans être remarqué. Son esprit tournait avec des possibilités sombres, toutes se terminant par la même oppression dans sa poitrine. Le garçon continuait de marcher, mais sa démarche autrefois confiante montrait des signes d'hésitation. Il semblait plus petit, plus fragile sous les lumières instables de l'allée. Pourquoi est-il si silencieux? Pourquoi n'essaie-t-il pas de s'échapper? Il voulait crier, voulait sortir de la voiture et tirer le garçon hors de cet endroit, mais il paniqua et ne put bouger. Le plus grand des hommes fit un pas en avant, sa silhouette se détachant contre le fond irrégulier de l'allée. Merrick resta immobile, ses petits poings serrés le long de son corps. Pourtant, il était visible qu'il tremblait. Harlan réalisa cela avec un serrement au cœur. Il essaie d'être courageux, de ne pas montrer sa peur, mais je peux voir, je peux sentir la terreur qu'il doit ressentir, pensa Harlan.
La tension dans l'air était presque palpable. Harlan sentit une goutte de sueur couler sur sa tempe alors que chaque seconde semblait s'étirer en une éternité insupportable. Le son d'une canette roulant sur le sol fit que tout le monde se tourna. Le bruit métallique résonna, coupant le silence oppressant. Merrick profita de l'occasion pour déplacer lentement sa main vers sa poche, où Harlan savait qu'il avait rangé la carte, et tendit la mallette devant lui. « Il ne va pas ?» commença à penser Harlan, mais s'arrêta. Il était évident ce que Merrick avait l'intention de faire, mais pourquoi? Le garçon semblait si calme, presque calculateur, même entouré de menaces. Sait-il ce qu'il fait? Se demanda Harlan, ressentant un mélange d'admiration et de panique. La lune disparut derrière un épais nuage, plongeant l'allée dans une quasi-obscurité totale. Harlan plissa les yeux, essayant de ne pas perdre Merrick de vue. Le garçon était maintenant immobile, tel une statue, tandis que les trois hommes se rapprochaient encore plus. Leurs ombres semblaient grandir, se fondant dans les murs couverts de graffitis. Ce n'est pas normal. Rien de tout cela n'est normal, murmura Harlan, sentant son estomac se nouer, la panique commençant à envahir son esprit. J'aurais dû agir plus tôt. Si quelque chose lui arrive, ce sera de ma faute. Le silence fut à nouveau brisé, mais cette fois par quelque chose de plus sinistre. Le plus grand des hommes, émergeant des ombres, s'approcha de Merrick. Le garçon sursauta, faisant un pas en arrière. La scène fit glacer le sang de Harlan, dont tout le corps se tendit comme un ressort sur le point de se rompre. « Assez » rugit-il, sa voix remplissant l'intérieur de la voiture alors que sa main tournait enfin la poignée de la portière. Harlan regarda, toujours assis sur le siège du conducteur, tandis que Merrick marchait avec les trois hommes dans les rues sombres. Le silence de la voiture semblait amplifier les sons extérieurs, le bruissement du vent dans les arbres, le craquement occasionnel d'une brindille sous les pieds de l'un des hommes. Ses yeux étaient fixés sur la petite silhouette du garçon, qui paraissait encore plus fragile entre les silhouettes robustes qui l'accompagnaient. Il serra fermement le volant, le cuir craquant sous la pression de ses doigts. Son cœur battait la chamade et son esprit tentait de comprendre ce qui se passait. S'il voulait lui faire du mal, il l'aurait déjà fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Un jeu? Un piège? Pensa-t-il, son estomac noué. La manière dont les hommes marchaient maintenant, proches de Merrick, commença à changer quelque chose dans la perception de Harlan. Ce n'était plus la démarche menaçante de prédateurs, mais une sorte de synchronisation, presque une danse silencieuse. Leurs gestes n'avaient pas la rigidité calculée de criminels, mais une certaine fluidité, comme s'ils étaient portés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. « Ce n'est pas normal », murmura Harlan pour lui-même, ajustant le rétroviseur. Ses yeux tentaient de capter quelque chose sur le visage de ces hommes, mais l'obscurité et l'angle l'en empêchaient. « Il me semble familier. » La rue sombre déboucha sur une place faiblement éclairée. La lumière pâle des réverbères révéla des détails qui avaient été jusque-là cachés. Harlan plissa les yeux, essayant de déchiffrer ce qu'il voyait. L'homme à gauche tenait un rosaire usé entre ses doigts, les faisant bouger lentement comme s'il comptait une prière silencieuse. Celui du milieu portait une mallette en lambeaux sous le bras, tandis que le troisième, le plus robuste, avait les mains enfouies dans ses poches, mais sa posture n'était pas agressive, il semblait simplement fatigué, comme quelqu'un portant le poids du monde sur ses épaules. Ce sont des gens ordinaires, pas des voyous, conclut Harlan, le choc le frappant comme une vague froide. Il se sentit idiot d'avoir imaginé le pire. Merrick conduisit le groupe dans le hall d'un hôpital, sa démarche rapide suggérant l'urgence. Le garçon semblait savoir exactement où aller, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un qui y était venu de nombreuses fois auparavant. Harlan se gara de l'autre côté de la rue, éteignant le moteur et les lumières pour éviter d'attirer l'attention. L'hôpital semblait endormi, avec le lourd silence des premières heures du matin dominant l'atmosphère. Pourtant, il y avait quelque chose de profondément vivant dans la scène qui se déroulait devant lui. Pourquoi vient-il ici? Pourquoi ce garçon amène-t-il ces hommes à l'hôpital? Se demanda Harlan, luttant contre le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Harlan sortit de sa voiture et commença à les suivre discrètement, sans être remarqué. Le garçon mena le groupe vers une zone plus isolée, près de la petite chapelle de l'hôpital. Harlan avançait avec précaution, comme s'il craignait de briser le silence délicat de la nuit. Il se cacha derrière une colonne, observant attentivement tandis que Merrick ouvrait la mallette. Les mains du garçon tremblaient légèrement lorsqu'il retira l'argent et l'arrangea sur le banc en béton, sortant les billets. Ceci est pour les médicaments de Maria, ceci pour les tests de Pedro, et ceci pour le traitement de Lucas, dit Merrick, sa voix basse mais ferme, avec une détermination qui fit mal au cœur de Harlan.
Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le garçon distribuait l'argent de la récompense qu'il avait reçu, le divisant méticuleusement entre les hommes qui maintenant le regardaient dans un silence presque révérencieux. Les hommes restèrent immobiles, mais il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont ils regardaient Méric. C'était comme s'il était plus qu'un simple garçon, une sorte de guide, une incarnation de l'espoir. L'homme tenant le rosaire continua à murmurer quelque chose que Harlan ne pouvait pas comprendre, tandis que le plus grand d'entre eux sortit une photographie de sa poche. Même de loin, Harlan put voir qu'il s'agissait de l'image d'un enfant dans un lit d'hôpital. La faible lumière se reflétait sur les larmes qui coulaient sur le visage de l'homme alors qu'il tendait la photo à Méric, qu'il a pris avec précaution, presque comme s'il tenait quelque chose de trop précieux pour être touché. Ce sont les parents des enfants malades. Oh mon Dieu, comment ai-je pu les juger si hâtivement? Pensa Harlan, écrasé par la réalisation. Méric comptait les billets, consultant les dossiers médicaux que les parents lui avaient remis, avec une précision qui semblait improbable pour quelqu'un d'aussi jeune. Il vérifiait les noms et les montants, remettant des enveloppes une par une avec des instructions claires. S'il vous plaît, gardez les reçus pour tout. Chaque centime doit aller vers le traitement des enfants. Nous ne pouvons rien gaspiller, dit-il, sa voix portant une autorité surprenante. Harlan sentit une boule dans sa gorge. Il y avait quelque chose de profondément admirable et douloureux dans cette scène. Le garçon ne devrait pas avoir à porter ce genre de responsabilité, il ne devrait pas être le pilier pour tant de vies fragiles. Soudain, une infirmière descendit le couloir et regarda le groupe dans la chapelle de l'hôpital. Reconnaissant l'un d'entre eux, elle s'approcha du premier homme, le plus grand du groupe, et lui demanda de lui parler en privé un moment. Lorsqu'ils eurent fini, l'homme tomba soudain à genoux, ses mains couvrant son visage alors qu'il commençait à sangloter. Ses cris angoissés résonnèrent dans la nuit, profonds et chargés de douleur. Harlan fit un pas en avant instinctivement, mais s'arrêta lorsqu'il vit les deux autres hommes s'agenouiller à côté de lui, offrant un réconfort silencieux. « Ma Anna, ma petite Anna », murmura l'homme entre ses sanglots, sa voix portait une tristesse qui fit frissonner Harlan. Le chagrin de ce père était palpable, comme un poids physique dans l'air. Méric s'agenouilla à côté de lui, posant une main réconfortante sur son dos, mais le visage du garçon était pâle, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et d'impuissance. « Que se passe-t-il » chuchota Harlan pour lui-même, son cœur battant si fort qu'il craignait que les autres ne l'entendent. Il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Quelque chose lui disait que, quelle qu'elle soit, elle serait dévastatrice. Elle n'a pas survécu. Juste maintenant, elle est partie, parvint enfin à dire l'homme, serrant la photo de la petite fille avec des mains tremblantes. Ces mots brisèrent quelque chose dans l'air, comme un barrage s'effondrant. Méric recula en titubant, ses petites épaules secouées par le poids de cette révélation. L'enveloppe qu'il tenait glissa de ses doigts, et les billets de banque se dispersèrent sur le sol, mais personne ne bougea pour les ramasser. Le moment était trop grand, trop tragique pour être interrompu par quelque chose d'aussi banal. Non, ce n'est pas possible. Je pensais que je pouvais aider. Je me suis promis que j'essaierais de tous les sauver, murmura Méric, sa voix brisée par la douleur. Ces mots coupèrent Harlan comme une lame, chaque syllabe résonnant dans son esprit. L'homme d'affaires voulut courir vers le garçon, le prendre dans ses bras, lui dire que ce n'était pas de sa faute, qu'il faisait déjà plus que ce que l'on pouvait attendre de lui, mais il était paralysé, incapable de bouger un muscle tandis que la scène se déroulait. La lune émergea derrière les nuages à l'extérieur de la fenêtre de la chapelle, baignant le petit groupe d'une lumière argentée. C'était une image à la fois belle et dévastatrice, un moment de chagrin partagé qui semblait transcender le temps et l'espace. L'homme agenouillé continua de sangloter, serrant la photo de sa fille avec des mains tremblantes. Elle voulait juste voir un autre anniversaire. Elle voulait juste une chance de plus, dit-il, sa voix vacillant sous le poids de la tragédie. Harlan sentit les larmes lui brûler les yeux, mais il ne les laissa pas couler. Ses poings se serrèrent le long de son corps, comme si cela pouvait contenir l'avalanche d'émotions qui menaçait de déborder. Il regarda Méric, ce petit garçon frêle dont la présence semblait immense devant la scène. Il y avait quelque chose d'almost surnaturel dans la façon dont Méric toucha l'épaule de l'homme en pleurs, comme si son geste portait un poids et un réconfort que les mots ne pourraient jamais transmettre. « Mon Dieu, qu'ai-je fait en jugeant ce garçon? Quelle leçon est-il en train de m'enseigner » pensa Harlan, avalant difficilement, sentant sa poitrine se serrer d'un mélange de honte et d'admiration. Le son lointain des sirènes flottait dans l'air, une mélodie mélancolique pour ce moment de douleur brute et d'humanité profonde. Harlan resta où il était, comme s'il craignait de briser la connexion fragile qui unissait ces personnes. Ses pieds étaient collés au sol,
et il se demanda s'il avait le droit d'intervenir. Il savait, au fond de lui, que ce moment était plus grand que lui, plus grand que tous les mots qu'il pourrait dire. C'était la preuve que, même dans la souffrance la plus profonde, la bonté et l'espoir pouvaient encore exister, et que lui, Arlan, avait encore beaucoup à apprendre sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Après ce moment douloureux, tous s'agenouillèrent autour de l'homme resté à genoux. Ils firent ce qu'ils purent pour dire des mots de force, jusqu'à ce qu'une femme entre dans la chapelle, les yeux baignés de larmes. C'était la mère de la petite fille, et tout le monde laissa le couple seul. Méric dit au revoir aux hommes avec de fortes accolades et des mots réconfortants chuchotés. Arlan resta dans le couloir encore quelques secondes, regardant le garçon essuyer ses larmes avec la manche de sa chemise usée. Il y avait quelque chose d'accablant dans cette scène, ce petit corps frêle courbé sous le poids de responsabilités qu'aucun adulte ne devrait porter, encore moins un enfant. Méric ajusta le sac dans ses mains et se dirigea vers l'entrée du service pédiatrique avec des pas fermes, comme s'il portait un but qui lui donnait de la force. Chaque pas semblait résonner avec un écho de détermination, comme si le garçon marchait vers une mission divine. Arlan ne put rester immobile. Il suivit le garçon, le froid de la climatisation de l'hôpital coupant sa peau comme des rasoirs, mais le sentiment d'agitation dans sa poitrine était bien pire. Comment un enfant si jeune peut-il porter autant de responsabilités, autant d'amour, murmura-t-il pour lui-même, ajustant son manteau et commençant à suivre Méric à une distance sûre. Les couloirs du service pédiatrique semblaient sans fin sous les lumières fluorescentes qui émettaient une lueur froide et impersonnelle. C'était comme si tout l'hôpital avait été figé dans le temps, chaque coin portant des histoires qui ne seraient jamais entièrement racontées. Arlan pouvait sentir l'odeur caractéristique du désinfectant mêlé à l'air conditionné sec. Méric marchait avec une familiarité impressionnante, comme s'il faisait partie du lieu. Il salua discrètement les infirmières de nuit, et certaines d'entre elles lui répondirent avec des sourires fatigués mais affectueux. Combien de fois est-il venu ici? Combien de nuits a-t-il passé à parcourir ces couloirs, se souciant de tout le monde sauf de lui-même? Pensa Arlan, se cachant derrière des piliers et des chariots de médicaments alors qu'il continuait à suivre le garçon. Au premier arrêt, Méric entra dans une petite chambre décorée de dessins colorés épinglés au mur. Une mère tenait un bébé relié à des tubes et des moniteurs, le berçant silencieusement. Arlan jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, incapable de détourner le regard de l'interaction. Méric ouvrit son sac à dos et sortit un carnet usé, son expression chargée de sérieux lorsqu'il commença à parler. Sa voix était basse mais claire, et les mots coulaient avec une précision déconcertante. J'ai réussi à entrer en contact avec un médecin spécialiste à proximité. Il a accepté de faire une consultation pour un tarif symbolique pour discuter du cas de votre fils. Vous devez simplement rassembler les derniers examens. Le ton était professionnel, comme s'il était un adulte formé, mais il y avait une douceur dans ses mots qui montrait à quel point il se souciait. Arlan retint son souffle. La scène semblait surréaliste. Comment ce gamin connaît-il des spécialistes? Comment parle-t-il avec une telle autorité? Cela n'a aucun sens, pensa-t-il. Mais en regardant le visage de la mère, qui semblait trouver une lueur d'espoir dans les paroles de Méric, Arlan réalisa que le « comment » n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que Méric faisait une différence. Dans la pièce suivante, 2 enfants occupaient les lits. L'un dormait profondément tandis que l'autre jouait avec un ours en peluche usé. Un homme était assis sur une chaise inconfortable à côté d'eux. Lorsque Méric entra, il se leva immédiatement, l'épuisement sur son visage remplacé par un soulagement palpable. Méric sortit une autre enveloppe de son sac à dos, la lui remettant avec une liste détaillée d'instructions. J'ai mis de côté cet argent pour les médicaments de vos enfants pour la semaine prochaine. Il y a une pharmacie en centre-ville qui offre une réduction si vous présentez l'ordonnance de l'hôpital. L'adresse est ici, expliqua-t-il en pointant la liste. Arlan sentit une boule dans sa gorge en voyant Méric s'agenouiller à côté du lit de l'enfant éveillé. Avec un petit sourire, il sortit une voiture jouet de sa poche, probablement achetée avec ses économies. L'expression de l'enfant s'illumina immédiatement, comme si, pendant un bref instant, tous les fils et tubes connectés à son petit corps disparaissaient. Je t'ai apporté un cadeau que j'ai trouvé en ramassant des canettes, pour que tu ne sois pas triste à cause des piqûres. Mais tu ne peux jouer qu'après avoir pris tous tes médicaments, d'accord ? La réponse fut un hochement de tête enthousiaste accompagné d'un sourire qui sembla réchauffer toute la pièce. Arlan s'appuya contre le mur, fermant les yeux un instant. Comment quelqu'un peut-il avoir autant de lumière dans un endroit si sombre, pensa-t-il, sentant le poids de ses émotions serrer sa poitrine.
Il ouvrit à nouveau les yeux juste à temps pour voir Merrick organiser les notes dans son carnet, écrivant rapidement tout en vérifiant les dossiers accrochés au lit. Chaque ligne était remplie d'informations médicales, de noms et de valeurs de traitement. Il coordonne tout seul. Ce n'est pas juste. Il n'est encore qu'un enfant. Les pas de Merrick résonnèrent dans les couloirs alors qu'il faisait ses adieux à la chambre et allait à la rencontre d'une vieille dame qui l'attendait dans le couloir. Ses mains ridées serraient un rosaire et ses yeux étaient remplis de larmes. Merrick la serra affectueusement dans ses bras, lui remettant une enveloppe plus épaisse que les précédentes. « Je sais que l'opération est coûteuse, madame, mais votre petite fille va s'en sortir. Dieu ne vous l'aurait pas envoyée si ce n'était pas pour que vous soyez ensemble, dit-il. » La femme tenait l'enveloppe avec l'argent que le garçon lui avait donné comme si c'était un don divin, les larmes coulant librement sur son visage. Peu de temps après, Merrick arriva à la dernière chambre. Le panneau sur la porte indiquait « Isolement » et le garçon s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Il mit un masque avant d'entrer. Harlan s'approcha aussi près qu'il l'osa, essayant de comprendre ce qui se passait là-dedans. « Salut, petit guerrier. Où est ce livre de princesse que tu voulais lire? Tu veux que je te lise un peu avant que tu ne dormes ?» La voix de Merrick sonnait différemment maintenant, plus douce, presque comme un grand frère parlant à un plus jeune. Inconsciemment, Harlan avait retenu son souffle. Chacun des gestes de Merrick, ajustant l'oreiller, vérifiant la température de la pièce, caressant les cheveux de l'enfant, était chargé d'amour et de soin. Il y avait quelque chose chez le garçon qui rendait tout le monde autour de lui plus petit, moins important. Il notait des détails apparemment insignifiants dans son carnet, aime dessiner des papillons, a peur de dormir dans le noir. Chaque observation était comme une preuve de sa dévotion. Les infirmières du service passaient près de lui avec des sourires affectueux. L'une d'elles lui tendit une tasse de chocolat chaud qu'il accepta avec gratitude avant de poursuivre ses visites. « As-tu vérifié CD aujourd'hui ? Il a demandé après toi tout l'après-midi, dit l'une d'elles avec un ton d'inquiétude. Le nom intrigua Harlan, car il vit Merrick saisir le petit crucifix qui pendait autour de son cou, comme pour chercher de la force. « Je vais y aller. Mon petit frère, c'est pour lui que je fais tout ça. C'est grâce à lui que j'ai appris à me battre, mais maintenant je me bats pour tout le monde. » Le moment fut interrompu lorsqu'une infirmière arriva en courant dans le couloir, le visage pâle d'urgence. « Merrick, vite! CD !» La dernière phrase était une affirmation cruelle. Il a fait un nouvel arrêt cardiaque. Merrick s'arrêta au milieu du couloir, les yeux écarquillés. Le carnet tomba de ses mains, les pages se dispersant sur le sol. « Non, pas encore, pas maintenant que nous sommes si proches, » dit le garçon, essoufflé. Il courut vers une chambre de l'unité de soins intensifs, où les bips frénétiques des moniteurs remplissaient l'air. Le cri de Merrick résonna avec une telle force que Harlan sentit chaque mot comme un coup de poing dans la poitrine. « CD. Je suis là, frère, je suis là !» cria-t-il. La dernière chose que Harlan entendit avant que les portes ne se ferment fut le son strident du moniteur cardiaque, suivi du cri dévastateur de Merrick. « Dieu, s'il te plaît, ne me le prends pas. Je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. » Harlan resta dans le couloir, paralysé, tandis que les portes de l'unité de soins intensifs se refermaient devant ses yeux. Le son des bips frénétiques et des voix nerveuses à l'intérieur de la pièce parvenait étouffer, mais il semblait toujours déchirer le silence du couloir vide. Il respirait rapidement, presque haletant, tandis que ses yeux restaient fixés sur le panneau indiquant le numéro de la chambre de CD. Le temps semblait s'être figé, mais le chaos de l'autre côté des portes était un rappel constant que la vie de quelqu'un dépendait de chaque seconde. Des cris résonnaient dans le couloir, des mots indistincts mais chargés d'urgence. La voix de Merrick, ponctuée de sanglots, était la seule que Harlan distinguait clairement. Il pleure, pensa-t-il, le cœur serré encore davantage. Le son était différent de tout ce qu'il avait jamais entendu. Ce n'était pas seulement de la tristesse, mais une sorte de désespoir qui semblait naître d'une peur primale, la peur de perdre quelque chose d'irremplaçable. Harlan tenta de chasser ses pensées, mais son esprit insistait pour recréer la scène qu'il ne pouvait voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-il en train de perdre son frère maintenant? Mon Dieu, que traverse ce garçon? Se demanda-t-il, serrant les poings, l'impuissance brûlant dans ses veines. Chaque seconde qui passait sans nouvelles était une éternité, et l'incertitude rongeait sa patience. Les sons provenant de l'intérieur de la pièce étaient étouffés, mais suffisaient à amplifier la tension dans le couloir. Le bip constant des moniteurs, le son de voix aux tons urgents, et le bruit occasionnel de l'équipement médical créaient une symphonie angoissante qui semblait résonner directement dans la poitrine de Harlan.
Il ne connaissait pas Cédé, n'avait aucun lien direct avec Méric, mais il se sentait connecté au destin des deux d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Peut-être était-ce la façon dont Méric avait tout risqué pour le sauver plus tôt dans la journée, ou peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, il voyait au-delà des chiffres et du succès professionnel. Il réalisait la fragilité de la vie et l'extraordinaire force dont un enfant comme Méric était capable, même face à des adversités qui auraient brisé bien des adultes. « S'il te plaît, Dieu » murmura-t-il en regardant le plafond, comme pour chercher une connexion directe avec quelque chose de plus grand. « Ne prends pas un autre enfant de ce monde, pas après tout ce que j'ai vu aujourd'hui. » Sa voix était presque un murmure, mais elle portait une intensité qu'il ne se connaissait pas. La prière n'était pas seulement pour Cédé, mais pour Méric, pour tout ce que ce garçon représentait, pour toutes les fois où Arlan avait ignoré les douleurs du monde autour de lui. Il savait que, quel que soit ce qui se passerait, cette nuit avait déjà changé quelque chose en lui. Finalement, la porte de la chambre s'ouvrit. Le son du bois glissant sur le sol attira l'attention de tous dans le couloir, mais surtout de Arlan, qui se redressa instinctivement. Le docteur Sarafine émergea de la pièce avec un léger sourire de soulagement, bien que des traces de fatigue soient évidentes sur son visage. Ses yeux rencontrèrent d'abord ceux de Méric, qui s'était levé si rapidement qu'il faillit perdre l'équilibre. Le garçon tremblait visiblement, ses mains serrant le crucifix si fort que ses jointures étaient blanches. Le docteur s'approcha de lui doucement, posant sa main sur son épaule, et sa voix douce trancha le silence tendu. « Nous avons réussi à le stabiliser, Méric. Ton frère ne peut plus attendre. Je... » Sa voix vacilla un instant, le sourire disparaissant progressivement de ses lèvres. « Nous devons parler de quelque chose de sérieux. » Méric avala difficilement, et Arlan put voir la tension grandir en lui. Ses frêles épaules étaient rigides, comme s'il se préparait à un coup inévitable. Le docteur Sarafine le conduisit vers un ensemble de chaises dans le couloir, sans remarquer la présence de Arlan, partiellement caché derrière une colonne. L'homme d'affaires ressentit un mélange de soulagement en apprenant que Cédé était stable, et d'appréhension quant à ce qui allait suivre. Il observa le visage de Méric, un mélange d'espoir et de peur qu'aucun enfant ne devrait exprimer. Alors que le médecin commençait à feuilleter un dossier d'examen, la gravité du moment devint encore plus évidente. « Méric, ton frère doit commencer le traitement dont nous avons parlé immédiatement. S'il fait un autre arrêt, il sera difficile de le sauver cette fois. » C'était juste, dit-elle. Dans ce service pédiatrique seul, en plus de Cédé, nous avons découvert 5 autres enfants avec d'autres conditions médicales qui ne peuvent se le permettre. Ils ont tous besoin de commencer un traitement de toute urgence. Je sais que c'est une situation difficile, et en tant que médecin, j'aimerais pouvoir faire plus que ce que je fais. La phrase tomba comme une bombe. Les yeux de Méric s'écarquillèrent, et il porta instinctivement ses mains à sa bouche, étouffant un cri de choc. Le médecin commença à montrer les dossiers médicaux, un par un, chaque page révélant un nouveau visage, une nouvelle histoire, une nouvelle bataille pour la vie. Méric regarda chaque photo avec une attention presque déférente, ses petits doigts traçant doucement les noms écrits, comme s'il voulait les mémoriser. « Docteur, combien coûte le traitement pour chacun d'eux? S'il vous plaît, dites-moi. Je peux aider ?» Sa voix était hésitante mais déterminée. Arlan sentit un serrement au cœur en entendant la réponse, une valeur astronomique, assez similaire au montant que le garçon lui avait demandé. Il regarda Méric réagir à cette information avec un courage impressionnant. Le garçon ouvrit son sac à dos usé, en sortit la carte et attrapa la mallette d'argent avec ce qui restait de ce qu'il n'avait pas encore distribué. « Je peux payer. C'était un miracle, mais j'ai sauvé la vie d'un homme aujourd'hui. Il m'a donné une récompense. J'utiliserai tout ce qu'il m'a donné, chaque centime, pour payer le traitement de mon frère et des autres, » dit-il. Le ton de sa voix était ferme, mais Arlan pouvait voir le tremblement dans ses mains alors qu'il commençait à organiser l'argent. L'homme d'affaires resta immobile, comme s'il craignait que tout mouvement ne brise la volonté du garçon. Avec une détermination qui semblait surnaturelle pour quelqu'un d'aussi jeune, Méric commença à séparer les montants pour chaque enfant, remplissant des formulaires avec une écriture enfantine mais soignée. Il murmurait les noms des enfants en travaillant, comme si chaque nom était un mantra, une promesse silencieuse qu'il se faisait à lui-même. Le silence dans le couloir n'était brisé que par le son du papier manipulé et le bip distant des moniteurs cardiaques. Arlan observait, les yeux fixés sur Méric, s'émerveillant du sérieux avec lequel il gérait cette situation. Le garçon travaillait avec la précision d'un comptable expérimenté, mais de temps en temps, ses mains tremblaient. « Je ne laisserai personne derrière. Je ne peux pas laisser quelqu'un derrière. » Sa voix était basse, presque un murmure,
mais portait une conviction qui toucha profondément Harlan. Lorsque le dernier formulaire fut signé, le docteur Sarafine prit une profonde inspiration avant de regarder Méric. « Mon cher, le montant restant ne suffira pas pour le traitement de CD. » Les mots du médecin résonnèrent dans le couloir, créant un silence lourd et inconfortable. Méric regarda l'argent restant dans ses mains, juste une fraction de ce qui était nécessaire. Son visage, autrefois déterminé, était maintenant consumé par une expression de douleur et d'impuissance. Mais j'ai demandé au monsieur que j'ai sauvé une fortune. J'ai promis à mon frère que j'y arriverais. Vous me dites que je dois choisir entre sauver mon frère ou tout le monde. Il serra l'argent contre sa poitrine, comme s'il essayait de trouver une solution magique. Des sanglots commencèrent à s'échapper de Méric, chacun portant le poids de la promesse brisée. Il tomba à genoux dans le couloir, tenant la carte de crédit et les dernières enveloppes d'argent. « Je ne peux pas laisser mon frère mourir. » Le docteur Sarafine tenta de consoler le garçon, mais il semblait inconsolable. Ses sanglots résonnaient dans le couloir vide, créant une scène que Harlan n'oublierait jamais. C'est à ce moment que les yeux de Méric rencontrèrent ceux de Harlan. L'homme d'affaires ressentit une pointe de culpabilité et de reconnaissance en réalisant que le garçon avait remarqué sa présence. Méric se releva lentement, ses mouvements hésitants, comme si le poids de ses émotions drainait son énergie. « Monsieur Harlan, je n'ai pas dépensé au-delà de ce que nous avions convenu », sa voix était presque inaudible, mais portait une sincérité écrasante. Méric commença à marcher vers Harlan, tenant la carte et la mallette avec des mains tremblantes. « J'ai donné la plupart de l'argent que vous m'avez donné pour avoir sauvé votre vie, mais quand je suis allé payer pour mon frère ?» dit le garçon. L'homme d'affaires resta immobile, regardant Méric, les larmes coulant sur son visage, lui tendant l'argent. « Je n'ai pas pu dépasser le montant que nous avions convenu avec la carte. Mais maintenant mon frère ?» Le couloir semblait s'être figé dans le temps. Chaque petit bruit, le bip des moniteurs cardiaques, le murmure distant des conversations entre médecins et infirmières, même le son étouffé de pas occasionnels, semblait amplifié par le silence qui planait entre Méric et Harlan. Le docteur Sarafine resta immobile, ses yeux partagés entre le garçon, son petit corps secoué par l'émotion, et l'homme d'affaires, dont la posture rigide trahissait une bataille interne que personne ne pouvait voir. Les lumières fluorescentes au-dessus projetaient des ombres qui vacillaient subtilement sur les murs blancs de l'hôpital, comme si même l'environnement tentait de refléter la tension de ce moment. Les larmes de Méric brillaient sous la lumière, coulant lentement sur ses joues déjà marquées par l'épuisement et la douleur de la journée. Il tendit à nouveau ses mains, tenant la carte et la mallette, ses petits doigts tremblant tellement qu'il faillit les laisser tomber. Sa voix tremblante, presque étouffée, remplit l'espace entre eux. « S'il vous plaît, reprenez-les. Peut-être que vous pourrez les utiliser pour aider quelqu'un d'autre. » Ces mots furent comme un cri étouffé dans le cœur de Harlan. Il pouvait sentir le poids de chaque syllabe, la sincérité brute et le sacrifice derrière cette offre. Méric n'était pas seulement en train de rendre l'argent, il abandonnait son dernier espoir, sa seule chance de sauver son frère, pour garder son honnêteté. Après tout, il avait convenu du montant avec le millionnaire, et pourtant, le garçon mettait la bonté en premier. C'était quelque chose que Harlan ne savait pas s'il serait capable de faire dans toute sa vie. La vue de Méric, petit, vulnérable, mais inébranlablement déterminé, fit avancer Harlan d'un pas, ses propres yeux brillant de l'émotion qu'il tentait de cacher. Le poids de la décision imminente semblait le presser contre le sol, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour. Harlan ouvrit la bouche, sentant les mots monter à ses lèvres, mais hésita un instant, comme s'il savait que sa réponse allait tout changer pour toujours. Les pas de Harlan résonnaient doucement dans le couloir silencieux alors qu'il s'approchait de Méric. Chaque mouvement était chargé d'un poids invisible qui semblait augmenter à chaque seconde. Ses yeux, marqués par des années de décisions difficiles et de sacrifices, étaient fixés sur le garçon qui tenait toujours la carte et les enveloppes comme si c'était tout ce qu'il possédait au monde. Lorsque Harlan s'arrêta finalement devant lui, l'homme d'affaires prit une profonde inspiration, laissant l'air s'échapper lentement, comme s'il rassemblait le courage nécessaire pour ce qu'il allait faire. Il s'agenouilla pour se mettre au niveau de Méric et posa ses larges mains calleuses sur les frêles épaules du garçon. Méric se figea sur place. Ce geste inattendu était chargé de quelque chose qu'il ne pouvait déchiffrer, peut-être un mélange de force et de vulnérabilité. Mais ce qui lui coupa réellement le souffle, ce fut le regard de Harlan. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'homme d'affaires, une vieille douleur, une profonde reconnaissance que le garçon ne comprenait pas, mais ressentait instinctivement. « Avant que tu ne me rendes quoi que ce soit », commença Harlan, sa voix rauque et basse,
comme si chaque mot portait des années de chagrin et de regret. Dis-moi une chose, mon garçon, de quelle maladie souffre ton frère? Méric hésita un instant, ses yeux brillants de larmes retenues. Il ne s'attendait pas à cette question. Avalant difficilement, il répondit d'une voix tremblante mais essayant de paraître ferme. Cardiomyopathie restrictive, dit-il, prononçant chaque mot lentement, comme s'il avait mémorisé la phrase après l'avoir entendue tant de fois de la bouche des médecins. Ses petits doigts serraient les enveloppes dans ses mains alors qu'il continuait, sa voix faiblissant légèrement, « C'est une maladie rare qui rend le cœur. » Mais il ne termina pas sa phrase. L'expression de Harlan l'arrêta. La couleur semblait avoir quitté le visage de l'homme d'affaires, et Méric s'alarma. « Monsieur, ça va ?» Harlan recula en titubant, sa main cherchant instinctivement un appui sur le mur du couloir. Pendant un moment, il sembla qu'il avait été transporté ailleurs, dans un autre lieu, à une autre époque. Ses yeux étaient écarquillés et sa respiration laborieuse. Lentement, il porta sa main à la poche intérieure de son manteau, ses doigts tremblants cherchant quelque chose avec une urgence presque désespérée. Méric le regardait, confus, mais resta silencieux. De son portefeuille en cuir usé, Harlan sortit une vieille photographie jaunie par le temps et la tint devant ses yeux. C'était une image simple, mais chargée d'émotion. Un garçon souriant, connecté à des machines d'hôpital, avec des yeux brillants qui semblaient contenir le monde entier. « Mon Dieu, après 20 ans, ça ne peut pas être une coïncidence, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. La main tenant la photographie tremblait visiblement, tandis que l'autre agrippait le mur comme si c'était la seule chose le maintenant debout. Harlan semblait distant, comme si le présent avait disparu et qu'il revivait quelque chose qu'il avait tenté d'enterrer pendant 2 décennies. Méric regarda la photo, remarquant les fils et les moniteurs qui ressemblaient à ceux qui maintenaient son frère en vie. « Monsieur Harlan » appela le garçon, sa voix hésitante, essayant de le ramener à la réalité. Ce fut le docteur Sarafine qui interrompit ce moment d'introspection silencieuse. Elle fit un pas en avant, son expression, qui jusque-là n'avait été qu'une simple observation, se transformant en un mélange de surprise et de compréhension. « Monsieur Harlan » dit-elle prudemment, sa voix chargée de respect, « maintenant je me souviens du cas du petit Arthur. C'était l'un des premiers que j'ai suivis lorsque j'étais encore interne. » Les mots du médecin semblèrent briser la bulle de souvenirs dans laquelle Harlan était piégé. Il tourna son regard vers Méric, mais semblait regarder à travers lui, comme si les images du passé se superposaient encore au présent. Ses mains serraient la photo si fort que les coins commençaient à se froisser. Méric ne savait pas quoi dire ni comment réagir. Il regardait simplement l'homme devant lui, qui lui avait semblé si imposant et inébranlable, laisser échapper la douleur qu'il avait retenue si longtemps. D'un mouvement brusque, Harlan remit la photographie dans sa poche et s'approcha de Méric. Cette fois, ses mains tremblantes prirent les petites mains du garçon, l'empêchant de lui rendre la carte et les enveloppes. Il y avait des larmes dans les yeux de Harlan maintenant, des larmes qu'il ne faisait aucun effort pour contenir. « Mon fils, mon Arthur avait le même âge que ton frère lorsque nous avons découvert la maladie, » commença-t-il, sa voix brisée par des émotions qu'il pouvait à peine contrôler. « À l'époque, il n'y avait pas le traitement qui existe aujourd'hui. Nous avons tout essayé, déplacé des montagnes, mais... » Harlan s'interrompit, fermant les yeux comme s'il revivait chaque moment douloureux. Lorsqu'il les rouvrit, des larmes coulaient librement sur son visage. « Il s'est battu aussi fort que ton frère se bat maintenant, mais à l'époque, nous n'avions aucun espoir. Il n'y avait pas de traitement, pas de remède. Tout ce qui nous restait, c'était de prier et d'attendre. » Sa voix se brisa, et il prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Méric le regardait en silence, paralysé. Il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. C'était comme si, pour la première fois, il voyait le vrai Harlan, un homme dépouillé de tous les masques que le monde des affaires exigeait. Les larmes de Harlan étaient le reflet des propres émotions de Méric, et le garçon ressentit une connexion inexplicable avec cet étranger qui était entré si soudainement dans sa vie. « Maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a fait glisser sur cette terrasse, » murmura Harlan, sa voix basse mais chargée d'une nouvelle compréhension. « Pourquoi il t'a mis sur mon chemin ?» Il se releva lentement, sortant une autre carte de son portefeuille. Cette fois, ses doigts ne tremblaient plus. Il y avait une certitude absolue dans ses gestes. Il tendit la carte au docteur Sarafine, qui la prit avec une expression prudente. « Docteur, je veux que vous utilisiez cette carte pour le traitement de CD. » Méric cligna des yeux, essayant d'absorber ces mots. Ses petits doigts tenaient toujours la carte et la mallette que Harlan l'avait empêché de lui rendre. « Cet argent est à toi, Méric,
continua Harlan, sa voix ferme mais douce. Utilise-le pour aider les autres familles, comme tu le faisais. Je vais m'occuper du traitement de ton frère. Le docteur Sarafine se hâta d'aller chercher les formulaires nécessaires, laissant Harlan et Merrick à nouveau seuls. L'homme d'affaires s'agenouilla de nouveau devant le garçon, tenant fermement ses épaules. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie sur cette terrasse, mon garçon, tu as sauvé mon âme. Les mots de Harlan, si chargés d'émotion, firent à nouveau monter les larmes aux yeux de Merrick, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de gratitude, d'espoir renouvelé, de soulagement. Ses doigts serrèrent le crucifix autour de son cou, tandis que ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse. Harlan regarda le garçon, comprenant enfin que cette rencontre n'était pas juste une coïncidence. C'était le destin. Le son des moniteurs dans la chambre de CD semblait plus doux maintenant, comme si même les machines comprenaient l'importance de ce moment. Harlan savait que ce jour marquait le début de quelque chose de bien plus grand. En regardant Merrick, une nouvelle conviction s'empara de son cœur. Il transformerait la douleur qu'il avait portée si longtemps en une force pour aider ceux qui continuaient de se battre. Le docteur Sarafine commença le traitement le lendemain matin avec une énergie qui transmettait un sentiment d'urgence et de responsabilité. La chambre de CD était désormais remplie de moniteurs affichant les signes vitaux, de pompes à perfusion et d'autres équipements spécialement apportés pour la procédure. Chaque pièce de technologie semblait être un enjeu dans une bataille que personne n'était prêt à perdre. Merrick observait tout avec des yeux écarquillés, chaque geste du médecin était un mélange d'espoir et de crainte. Il serrait la main de CD, ressentant la chaleur faible mais stable, tandis qu'il lui murmurait des promesses qu'il pouvait à peine soutenir. « Tout ira bien, petit frère. Je te promets que je ne lâcherai pas ta main une seule seconde, » dit le garçon. Harlan restait dans un coin de la pièce, un homme qui, malgré son pouvoir et son influence, semblait réduit à l'impuissance face à la fragilité de la vie. Il tenait un rosaire que Merrick lui avait prêté, ses doigts faisant nerveusement glisser les perles tandis qu'il murmurait des prières qu'il n'avait pas dites depuis longtemps. L'homme d'affaires essayait de maintenir une expression calme, mais ses yeux trahissaient une peur profonde, le souvenir d'un passé qu'il avait juré d'enterrer. Il regardait CD, voyant non seulement le garçon devant lui, mais le reflet de son propre fils perdu, comme si les deux étaient connectés par quelque chose de plus grand que lui-même. Les premières minutes après le début de la médication apportèrent un soulagement temporaire. CD gardait les yeux fixés sur son frère, un petit sourire se formant sur ses lèvres pâles, comme pour rassurer tout le monde qu'il allait bien. Mais le soulagement ne dura pas longtemps. Soudain, le moniteur cardiaque commença à émettre des bips frénétiques, le son strident coupant l'air comme une alarme d'urgence. Le petit corps de CD commença à trembler, des spasmes violents qui firent serrer la main de Merrick encore plus fort, comme s'il pouvait les arrêter. « Docteur, que lui arrive-t-il »« CD. CD, regarde-moi. » Le docteur Sarafine réagit immédiatement, ses mains se déplaçant avec une précision impressionnante entre les médicaments et les ajustements de l'équipement. L'expression sur son visage était passée de la concentration à une détermination farouche, chaque seconde étant cruciale. Le visage de CD commença à perdre la petite couleur qu'il avait, ses lèvres prenant une teinte bleuâtre qui fit lâcher à Merrick un cri étouffé. Il avait l'impression d'être piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. « Non, non, s'il vous plaît, non. Il ne peut pas mourir, pas maintenant. » supplia Merrick. Harlan fit un pas en avant, posant une main ferme sur l'épaule de Merrick. « Du calme, garçon. Elle sait ce qu'elle fait. Fais-lui confiance, » dit le millionnaire, mais même Harlan ne pouvait cacher le tremblement dans sa voix. La scène devant lui était terriblement familière, et chaque seconde le ramenait à cette nuit, il y a 20 ans, lorsqu'il avait regardé, impuissant, son fils se battre pour sa vie. « Son corps rejette le médicament », cria le docteur Sarafine à son équipe, sans quitter le moniteur des yeux. « Nous devons le stabiliser avant que son cœur ne s'arrête à nouveau. » Les infirmières entraient et sortaient de la pièce comme une chorégraphie précipitée, apportant de nouveaux médicaments, de l'équipement et des poches de sang. Le son des alarmes et des bips créait une symphonie chaotique qui augmentait le sentiment de désespoir. Merrick, incapable de faire autre chose que de tenir la main de son frère, sentait les larmes couler sur son visage de manière incontrôlable. Sa voix, autrefois si pleine de détermination, n'était plus qu'un murmure désespéré. « S'il te plaît, CD, reste avec moi. Ne me laisse pas seul, supplia-t-il. » À chaque spasme de son frère, il avait l'impression que son propre cœur était écrasé. Lorsque CD commença à tousser violemment, Merrick cria, essayant d'avancer, mais fut retenu par Harlan. «
Tout va bien se passer, Merrick, dit Harlan fermement, le tenant par les épaules. Tu dois être fort maintenant. Il a besoin de toi. Les mots étaient plus pour lui-même que pour le garçon, une tentative de maintenir son calme face à une scène qui le déchirait de l'intérieur. Les niveaux d'oxygène du garçon continuaient de chuter, les chiffres rouges sur le moniteur clignotant comme un compte à rebours. Le docteur Sarafine, le visage couvert de sueur, ordonna de préparer le chariot d'arrêt. La tension artérielle s'effondre, cria l'infirmière. Nous avons besoin du défibrillateur, vite. Le visage de Cédé était tordu de douleur, et Merrick ne pouvait détacher ses yeux de son frère, comme s'il craignait que tout regard détourné ne soit un adieu. La pièce ressemblait à un champ de bataille. Le docteur Sarafine injecta des médicaments avec une précision millimétrique, ses mains ne tremblant jamais. Harlan commença à prier à voix haute, les mots se mêlant aux sanglots étouffés de Merrick. « Notre Père qui es aux cieux » priait-il, sa voix étranglée et tremblante, mais il continua, chaque mot étant un effort pour maintenir l'espoir en vie. Merrick l'entendit, mais ne put répondre. Il ne fit que serrer le crucifix autour de son cou si fort que ses jointures étaient blanches. Puis quelque chose changea. Au début, ce n'était qu'un léger ajustement sur le moniteur cardiaque, un petit signe qui passa presque inaperçu. Le docteur Sarafine se pencha plus près, ses yeux s'écarquillant en vérifiant les chiffres. « Ça fonctionne », dit-elle, sa voix chargée d'une surprise pleine d'espoir. Son corps accepte le nouveau dosage. Les chiffres commencèrent à se stabiliser lentement. La saturation en oxygène augmenta progressivement, le rythme cardiaque retrouvant un schéma plus régulier. La couleur commença à revenir sur les joues de Cédé, et sa respiration, autrefois irrégulière, devint plus calme. Merrick, tenant toujours la main de son frère, ressentit une vague de soulagement si intense qu'il faillit tomber à genoux. « Cédé » murmura-t-il, le mot sortant comme une prière. Harlan laissa échapper un soupir saccadé, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Il s'approcha du lit, regardant Cédé comme si c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un revenir de l'abîme. « Tu es plus fort que tu ne le penses, petit guerrier, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu as le meilleur ange gardien que l'on puisse demander. » Cédé ouvrit lentement les yeux, clignant des paupières en essayant de se concentrer sur le visage anxieux de Merrick. Un petit sourire éclaira son propre visage, faible mais plein de sens. « Tu » Merrick, chuchota-t-il, sa voix rauque mais stable. « Je savais que tu y arriverais. » Les larmes de Merrick étaient maintenant de joie. Il embrassa le front de Cédé, ressentant la chaleur qu'il avait craint de perdre pour toujours. « Je t'aime, petit » murmura-t-il, sa voix lourde d'émotion. « Maintenant repose-toi. Demain sera un jour encore meilleur. » La chambre d'hôpital, qui quelques instants auparavant avait semblé être le théâtre d'une tragédie imminente, émanait maintenant une paix presque céleste. La lumière dorée du soleil traversant les fenêtres projetait des ombres douces sur les murs blancs, comme si l'environnement lui-même respirait le soulagement. Chaque petit son, le bip rythmique des moniteurs, le grattement du stylo du docteur Sarafine sur le papier alors qu'elle prenait ses dernières notes, le soupir doux de Cédé endormi, contribuaient à une symphonie tranquille, un contraste absolu avec le chaos et l'angoisse des minutes précédentes. Harlan resta debout, les yeux fixés sur les deux frères. Il y avait quelque chose de si profondément touchant dans cette scène qu'il sentit une vague d'émotion le submerger. Merrick, la tête inclinée sur le côté, tenait toujours la main de Cédé, comme s'il ne voulait pas risquer de la lâcher une seule seconde. Son expression, bien que fatiguée, rayonnait d'une paix que Harlan ne pouvait décrire. Ce garçon, si petit et frêle à première vue, était en vérité un géant de courage et d'amour. Harlan avala difficilement, sentant ses yeux s'embuer. Il savait qu'il était témoin de quelque chose d'extraordinaire, la force d'un lien qui avait véritablement vaincu la mort elle-même. Le docteur Sarafine, pour sa part, referma le dossier et leva les yeux vers Harlan, s'autorisant un rare sourire. « C'est un battant », dit-elle doucement, comme si elle ne voulait pas briser le silence presque sacré du moment. « Avec les progrès que nous avons vus aujourd'hui, je dirais que nous avons de bonnes raisons d'être très optimistes. Ce garçon a une force peu commune. » Harlan acquiesça, mais ne répondit pas immédiatement. Il était trop plongé dans ses propres pensées, absorbant l'ampleur de ce qui s'était passé ici. Cédé, le petit guerrier qui avait si souvent vacillé au bord du précipice, se reposait maintenant paisiblement. Son visage, autrefois marqué par la douleur et l'effort, avait une sérénité que Harlan n'avait pas vue chez un enfant depuis de nombreuses années. La douceur de ce moment le transporta dans le passé, vers des souvenirs d'Arthur, son propre fils,
qui n'avait jamais eu la chance de surmonter la bataille contre la même maladie. Mais cette fois, le dénouement était différent. Cette fois, il y avait de l'espoir. Méric leva les yeux, croisant le regard de Harlan. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Il y avait quelque chose de puissant et de silencieux dans la connexion qu'ils partageaient désormais. Une compréhension mutuelle, une gratitude mutuelle. Harlan fit un petit pas en avant, se penchant pour se mettre au niveau de Méric. Il posa une main ferme mais douce sur l'épaule du garçon, comme pour lui transmettre de la force. « Tu as fait plus que le sauver, Méric. Tu nous as montré ce qui compte vraiment. » Méric cligna rapidement des yeux, retenant les larmes qui menaçaient de s'échapper à nouveau. Il regarda son frère, puis Harlan, et un timide sourire apparut pour la première fois depuis des heures. « Je n'ai fait que ce que n'importe quel frère ferait, » répondit-il, sa voix basse mais pleine d'émotion. Harlan secoua la tête, un doux sourire éclairant son visage fatigué. « Non, mon garçon, tu as fait bien plus. Tu nous as donné une nouvelle chance, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Alors que le soleil continuait à illuminer la pièce, Harlan tourna son attention vers Cédé. Il respirait doucement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec le rythme paisible du sommeil profond. Harlan sentit une nouvelle détermination grandir en lui. Il savait que ce n'était que le début. Et ainsi, notre nouvelle histoire commence, pensa-t-il, les yeux brillants d'une émotion renouvelée. Une histoire de miracle, de foi et d'amour inconditionnel. Des semaines plus tard, le jour de la sortie de l'hôpital arriva enfin. Cédé était assis au bord du lit, sa jambe se balançant avec animation tandis que Méric pliait soigneusement les quelques vêtements qu'ils avaient. La chambre, qui pendant tant de semaines avait été le témoin de larmes et de prières, était maintenant illuminée par le sourire radieux du plus jeune garçon. Le docteur Sarafine venait de terminer son dernier examen, confirmant ce que les derniers tests avaient déjà indiqué, la guérison était complète. « Regarde, Méric. Je peux respirer profondément sans douleur. » s'exclama Cédé, remplissant ses poumons d'air comme si c'était la meilleure sensation au monde. « J'ai hâte de rentrer à la maison. » Méric rangea soigneusement leurs quelques affaires dans le sac à dos usé, faisant un effort immense pour retenir ses larmes, non pas de tristesse de partir, mais de gratitude pour tout ce que Harlan avait fait pour eux. Il restait silencieux, le cœur lourd à l'idée de dire au revoir aux millionnaires qui avaient tant compté pour eux. Le nouveau manteau qu'il avait apporté pour Cédé la veille était le dernier rappel qu'il pouvait laisser. « Tout est prêt, petit frère ? Nous n'avons rien oublié ?» demanda Méric, sa voix tremblant légèrement. « Notre maison doit avoir besoin d'un bon nettoyage après être restée fermée si longtemps, dit-il avec un sourire. Le docteur Sarafine finalisait les derniers papiers de sortie, essayant de prolonger ce moment autant que possible. Cédé était déjà debout, marchant d'un côté à l'autre de la pièce, excité à l'idée de rentrer enfin à la maison avec son frère. Ses pas étaient fermes, si différents de la fragilité d'il y a quelques semaines. Ses yeux brillaient d'une énergie qui faisait penser qu'il n'avait jamais été malade. « Est-ce que je peux emporter l'ours en peluche que l'oncle Harlan m'a donné ?» demanda-t-il innocemment, serrant l'animal en peluche. « Je promets d'en prendre très grand soin. » Harlan s'approcha de Cédé, ajustant le nouveau manteau sur les petites épaules du garçon. Ses mains tremblaient légèrement en arrangeant le col, luttant contre l'envie de simplement les serrer dans ses bras et de ne pas les laisser partir. L'homme d'affaires avait passé toutes ces semaines à accompagner la guérison de Cédé, créant des liens qui semblaient désormais impossibles à briser. « Bien sûr que tu peux, champion. L'ours est à toi. Je suis si heureux qu'il te plaise autant. » Les couloirs de l'hôpital avaient une apparence différente ce matin-là. Les mêmes carreaux blancs, les mêmes lumières fluorescentes, mais il y avait une atmosphère d'adieu dans l'air qui rendait chaque pas plus lourd. Méric tenait fermement la main de Cédé, comme il le faisait toujours, guidant son frère vers la sortie. Les employés s'arrêtaient pour leur dire au revoir, certains avec des larmes aux yeux. « Pouvons-nous passer par la chapelle avant de partir ?» chuchota Cédé. « Je veux remercier Dieu et maman là-haut au ciel. » Dans la chapelle, les trois Méric, Cédé et Harlan restèrent silencieux pendant quelques minutes. Le même endroit où tout avait commencé, où une canette de soda avait roulé jusqu'au pied de Méric comme un signe divin. L'homme d'affaires regarda les frères agenouillés, la tête baissée en prière silencieuse. « Merci, Dieu, » murmura Cédé, sa voix enfantine résonnant dans l'espace sacré, de nous avoir envoyé la petite canette et l'oncle Harlan. Le soleil du matin les accueillit à la sortie de l'hôpital, réchauffant leurs visages et faisant briller les larmes contenues. Méric ajusta le sac à dos sur ses épaules, tenant fermement la main de son frère. Il était temps pour le plus difficile des adieux.
Arlan se tenait à côté de sa Mercedes, ses mains agitées dans les poches de son manteau. « Monsieur Arlan, » commença Méric, sa voix défaillante, « nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. » Cédé courut pour serrer les jambes de l'homme d'affaires, ses larmes coulant maintenant librement. Arlan s'agenouilla, étreignant le garçon étroitement, sentant son cœur se serrer. Le petit sanglotait doucement, s'accrochant au manteau coûteux comme s'il ne voulait jamais le lâcher. « Tu vas tellement me manquer. Promets que tu viendras nous rendre visite, » dit-il. Méric s'approcha pour dire au revoir lui aussi, ses jambes tremblant à chaque pas. Les dernières semaines défilaient comme un film dans son esprit. La terrasse, la carte, les canettes, le miracle de la guérison. Il était maintenant temps de revenir à la réalité, à sa vie simple, à s'occuper de son frère. « Allez, petit frère, » dit-il doucement, tendant la main à son frère. « Nous avons un long chemin à parcourir pour rentrer à la maison. » Ce fut alors que Arlan parla, sa voix étranglée coupant l'air du matin. « Où allez-vous » Les frères s'arrêtèrent, confus. L'homme d'affaires fit un pas en avant, ses yeux embués fixés sur les garçons. « Vous ne pensez pas qu'après tout ça, vous allez simplement partir, n'est-ce pas » Méric cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Cédé regarda de l'un à l'autre, toujours agrippé à l'ours en peluche. Arlan s'agenouilla de nouveau, se mettant à la hauteur des garçons, ses mains tremblantes tenant leurs petites mains. « Ma maison a tant de pièces vides, tant d'espace à remplir de rire et d'amour. » Le temps sembla se figer à ce moment-là. Méric sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde, tandis que les yeux de Cédé s'élargissaient de compréhension. Arlan continua, sa voix désormais à peine capable de contenir son émotion. « Est-ce que vous aimeriez venir vivre avec moi? Être une famille ?» Les larmes que Méric avait retenues toute la matinée débordèrent enfin. Cédé fut le premier à réagir, se jetant dans les bras de Arlan avec un cri de joie. L'homme d'affaires étreignit le plus jeune, étendant son autre bras vers Méric. « Je promets, » dit-il, sa voix étranglée, « je promets de prendre soin de vous comme si vous étiez mes propres fils. » Méric se permit enfin de tomber dans les bras de Arlan, sanglotant comme l'enfant qu'il était, mais qu'il n'avait pas pu être pendant si longtemps, car il avait assumé la responsabilité d'un adulte. Les trois restèrent ainsi, enlacés sous le soleil du matin, leurs larmes se mêlant en une promesse silencieuse de ne jamais se séparer à nouveau. « Allons-nous rentrer à la maison » demanda doucement Arlan. « À notre maison » répondirent-ils à l'unisson, enfin complet. La Mercedes noire attendait patiemment, ses portes ouvertes comme des bras accueillants. Arlan prit Cédé dans ses bras, gardant un bras autour des épaules de Méric. Le soleil brillait plus fort maintenant, comme pour bénir ce nouveau départ, et pour la première fois depuis le départ de leur mère, les frères sentaient qu'ils avaient vraiment un endroit qu'ils pouvaient appeler « chez eux ». La Mercedes glissait silencieusement dans les rues de la ville, laissant derrière elle l'hôpital qui avait été le théâtre de tant de souffrances et de miracles. À l'arrière, Cédé gardait son visage pressé contre la fenêtre, ses grands yeux observant le paysage changer progressivement. Les immeubles du centre-ville cédaient la place à des maisons de plus en plus grandes, avec des jardins bien entretenus et de hauts murs. Méric tenait la main de son frère, le cœur battant d'un mélange d'anxiété et d'incrédulité. « Regarde, Méric. Les maisons ressemblent à des châteaux » s'exclama Cédé, son souffle embuant la vitre de la voiture. La voiture tourna dans une rue bordée d'arbres et s'arrêta devant une imposante grille en fer forgé. Arlan sourit dans le rétroviseur, observant les expressions stupéfaites des garçons. La grille s'ouvrit automatiquement, révélant une allée bordée d'arbres menant à un manoir de style colonial à couper le souffle. Le bâtiment aux murs blancs et aux fenêtres bleues semblait tout droit sorti d'un conte de fées. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, mes garçons, » dit Arlan, sa voix étranglée par l'émotion. « C'est ici que commence notre nouvelle histoire. » Cédé sauta pratiquement de la voiture dès que Arlan se gara, ses yeux brillants alors qu'il tournoyait pour essayer de tout voir en même temps. Le jardin était un véritable parc, avec une fontaine en marbre au centre et des parterres de fleurs colorées dans toutes les directions. Méric sortit plus lentement, tenant toujours le sac à dos usé, ses yeux embués fixés sur l'immensité du lieu. « C'est plus grand que n'importe quelle maison que j'ai jamais vue de ma vie » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Comment cela peut-il être réel ?» Arlan conduisit les garçons le long de l'escalier en marbre qui menait à la porte principale. Chaque pas résonnait dans le silence respectueux qui les enveloppait. Les doubles portes en bois massif s'ouvrirent sur une entrée qui fit pousser un cri d'émerveillement à Cédé. Un lustre en cristal pendait du plafond haut, projetant des arcs-en-ciel sur les murs lorsque la lumière du soleil le traversait. « Les escaliers » cria Cédé,
pointant l'escalier courbe qui montait au deuxième étage. On dirait les escaliers de La Belle et la Bête. Merrick suivit Arlan en silence, absorbant chaque détail avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Les murs étaient décorés de peintures dans des cadres dorés, et des tapis persans couvraient le sol en bois poli. Mais c'était un détail spécifique qui fit s'arrêter son cœur. Sur le mur principal, un espace vide entre deux peintures semblait attendre quelque chose. Ici, dit Arlan en remarquant son regard, c'est là que nous accrocherons notre première photo de famille. Viens, je veux te montrer quelque chose de spécial. Arlan les conduisit le long d'un large couloir jusqu'à une porte blanche avec des bordures bleues. Lorsqu'il l'ouvrit, elle révéla une immense chambre décorée sur le thème des super-héros. Des rideaux au drap, chaque détail avait été soigneusement pensé. Sur le mur, une plaque en bois sculpté lisait « CD ». Le petit garçon se figea un instant avant de courir vers le lit king size et de s'y jeter. « Merrick, viens voir. Il y a même un Spider-Man géant sur le mur », cria-t-il en sautant de joie. « Et regarde tous les jouets. » Avant que Merrick ne puisse assimiler cette première surprise, Arlan le conduisit à la chambre voisine. Cette porte avait des bordures vertes, et lorsqu'il l'ouvrit, le garçon aîné sentit ses jambes faiblir. La chambre était un rêve devenu réalité. Un beau bureau en bois fin occupait un coin, des étagères remplies de livres couvraient tout un mur, et le lit semblait fait de nuages. Mais c'était un détail spécifique qui fit finalement couler les larmes. Sur le bureau, un nouveau carnet, identique à son vieil compagnon de l'hôpital, mais celui-ci était en cuir véritable, avec son nom gravé en or. « Pour que tu puisses continuer ta mission d'aider les autres », expliqua doucement Arlan. CD avait déjà découvert le placard dans sa chambre, ses exclamations de surprise résonnant dans le couloir. Les tiroirs étaient remplis de nouveaux vêtements, tous à sa taille exacte. Merrick ouvrit son propre placard et trouva la même abondance, t-shirts, pantalons, vestes, tous de la plus haute qualité. « Comment avez-vous connu nos tailles ?» demanda-t-il en touchant le tissu doux d'un sweat à capuche bleue. « Le docteur Sarafine m'a aidé avec ça », répondit Arlan avec un clin d'œil. La découverte suivante fut encore plus surprenante. Arlan les conduisit à une pièce au bout du couloir, où une table de jeu étincelante partageait l'espace avec une énorme télévision et plusieurs consoles de jeux vidéo. CD courut immédiatement vers les manettes, ses yeux brillants d'excitation. « Je peux jouer maintenant ? S'il vous plaît, supplia-t-il, allumant déjà la console. Merrick regarda la scène, son cœur débordant en voyant son frère si heureux et plein de vie. La visite se poursuivit à travers le manoir. La salle à manger était impressionnante, avec une table assez longue pour 12 personnes. Au centre, une surprise les attendait. Un goûter spécial avait été préparé, avec toutes sortes de friandises que les enfants pouvaient souhaiter. CD courut vers la table, ses yeux brillants à la vue des gâteaux, des sandwichs et des jus colorés. Merrick hésita un moment, jusqu'à ce que Arlan pousse doucement une chaise vers lui. « Tu peux manger autant que tu veux », sourit l'homme d'affaires. « À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à avoir faim ou à t'inquiéter du prochain repas. » Le reste de la journée fut rempli de découvertes et de joie qui semblaient sans fin. Entre courir dans le jardin et plonger dans la piscine, CD ne pouvait pas arrêter de rire, son visage rougi par tous les jeux. Merrick, petit à petit, mit de côté son sérieux et se permit d'être simplement un garçon de 12 ans, surtout lorsqu'Arlan commença une bataille d'oreillers qui se termina avec les trois étalés sur le tapis du salon, riant jusqu'à en perdre haleine. Les heures filèrent, et lorsque la nuit tomba, les frères s'endormirent sur le canapé de la salle de télévision, CD serrant son nouvel ours en peluche et Merrick avec sa tête reposant sur l'épaule de Arlan. L'homme d'affaires regarda ses nouveaux fils dormir, les yeux brillants d'émotion, remerciant silencieusement le miracle qui avait transformé sa vie. Ce manoir, qui pendant si longtemps n'avait été qu'une maison vide, était enfin devenu un foyer. « Dormez bien, mes fils », chuchota Arlan en couvrant les garçons d'une couverture douce. Demain ne sera que le premier de nombreux jours heureux. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin à l'hôpital. Le manoir Winslow, autrefois silencieux, était désormais rempli de rires et de conversations animées. CD, complètement rétabli, s'était transformé en un garçon énergique qui aimait nager dans la piscine et jouer au basket avec son frère dans le jardin. Ses joues roses et l'éclat dans ses yeux ne laissaient aucune trace de la maladie qui avait failli l'emporter. Merrick avait toujours son grand cœur, mais maintenant il avait un père à ses côtés qui partageait le même désir d'aider. Ensemble, ils créèrent le Projet Ange Gardien, un programme qui identifiait les enfants atteints de maladies rares et fournissait tous les traitements nécessaires.
L'ancien carnet de l'hôpital s'était transformé en un système moderne qui avait déjà sauvé des dizaines de vies. Le docteur Sarafine devint la directrice médicale du projet, coordonnant une équipe spécialisée dans les affections cardiaques rares. L'ancienne chambre d'hôpital où CD avait lutté pour sa vie faisait désormais partie d'une aile entière dédiée au traitement des enfants défavorisés souffrant de problèmes cardiaques. Sur les murs, des photos de petits guerriers qui avaient remporté leur bataille inspiraient l'espoir à ceux qui arrivaient. Arlan découvrit que sa véritable vocation n'était pas seulement de faire fortune, mais d'utiliser ses ressources pour transformer des vies. Chaque matin, avant d'aller au bureau, il prenait le petit déjeuner avec ses enfants et demandait « Combien de sourires allons-nous rendre aujourd'hui ?» C'était sa façon d'honorer la mémoire d'Arthur et de célébrer le miracle qui avait amené Méric et CD dans sa vie. Les dimanches soirs devinrent sacrés pour la famille réunie dans la salle de télévision. Ils regardaient des films en mangeant du popcorn, CD choisissant toujours des histoires de super-héros. « Mais nous n'avons pas besoin de super-héros, disait-il, blotti entre son père et son frère. Nous sommes déjà une vraie famille de héros. » Le crucifix que Méric avait reçu de sa mère gagna une place spéciale dans le bureau de Arlan, aux côtés de la photo d'Arthur et d'une nouvelle photographie, les trois souriant devant le manoir le jour où l'adoption fut officialisée. C'était un rappel constant que les plus grands miracles se produisent lorsque l'amour trouve son chemin à travers la douleur. Et ainsi, dans ce manoir qui n'avait autrefois été que des murs vides, une nouvelle histoire continuait d'être écrite. Une histoire qui avait commencé avec une canette roulant dans une chapelle, traversé une quasi-catastrophe sur une terrasse et culminé avec le plus grand cadeau que l'amour puisse offrir, une famille. Parce que parfois, les anges viennent déguisés en enfants courageux, prêts à nous enseigner que le véritable miracle est de ne jamais cesser de croire. Arlan apprit que la vie a des moyens mystérieux de guérir nos blessures les plus profondes, et que parfois, nous devons tout perdre pour trouver quelque chose d'encore plus précieux. Méric découvrit qu'il n'avait pas besoin de porter le monde seul sur ses petites épaules, et qu'il était possible d'être à nouveau un enfant sans perdre son grand cœur. Et CD, dans son innocence, montra à tous que le véritable amour peut guérir n'importe quelle maladie, transformer n'importe quelle tristesse en joie et construire des ponts au-dessus des gouffres les plus profonds. Ensemble, ils prouvèrent que la famille n'est pas seulement celle née du même sang, mais surtout celle choisie par le cœur, construite avec amour et renforcée par les difficultés.